Bienvenue chez nous sur Radio Armada. Bienvenue sur Radio Armada, chers auditeurs. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Vous voyez, il y a beaucoup de monde autour de la table. Comment vas-tu, cher Abba ? Écoute, ça va. J'ai ces dernières périodes-là, je suis surbooké, mais c'est bon signe en général. Quand il y a beaucoup d'interpellations extérieures, ça veut dire qu'il faut construire, quoi. Et donc, il y a beaucoup de boulot en ce moment, et c'est positif, c'est très bien. Et je suis content de me retrouver comme chroniqueur à tes côtés, autour de cette table, et avec notre cher Vincent. Et puis, bien sûr, toute l'équipe. Alors, je ne connais pas les prénoms, je suis désolé. On va faire connaissance. Je suis désolé. On va faire connaissance. Il y a du monde aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater sur les réseaux sociaux, on a un invité solaire, pétillant, que tout le monde connaît, avec multiples facettes, à la fois comédien, animateur, chroniqueur, speakerine, des artistiques, enfin il sait tout faire, il est multicasquette et on est heureux de l'accueillir. Merci beaucoup Vincent pour... Merci et c'est à vous, merci à Radio Armada, Rabat, je suis pas un étranger ici. Mais tu es un tourment ma chère, tu es un tourment. Depuis qu'on sait que tu es programmé, je reçois des coups de téléphone, je croise du monde, il me fait, vous recevez... Mais oui, vous allez voir. Non, donc, c'est très touchant. C'est vrai en plus, hein, je plaisante pas, je suis très sérieux quand je dis ça. Et vrai. Merci à Isadora de m'inviter à ton émission. C'est moi qui te remercie. C'est important pour moi d'avoir des personnes qui sont proches de mon cœur, que j'aime beaucoup. Et voilà, j'avais envie de te consacrer, même si tu connais déjà bien. J'avais envie de te consacrer, c'est 1h30 de destin. Les gens pensent me connaître, les gens ne me connaissent pas vraiment. C'est vrai. Et parce qu'on a quand même un point en commun, c'est la mode. La mode, oui. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés lorsque tu étais mannequin pour un défilé avec Chaleva. Tout à fait. C'est ce jour-là où je t'ai rencontré. Et puis voilà, j'ai forcément ta personnalité, ton sourire, ta joie de vivre, forcément, on ne peut qu'être... Oh waouh. Voilà. J'ai tout qui gonfle. Mais c'est sincère. Et puis surtout... ta franchise, voilà, moi c'est ce que j'aime le plus, c'est ta franchise. C'est à mon âge, 58 ans, ben écoute, si tu peux pas être franche... c'est ce qu'elle m'a dit. Ça, c'est un problème. C'est cash et tout. J'ai dit oui, j'ai un petit peu entendu. Mais tu as observé le titre de cette émission, Vincent, Destin animé. Alors toi, comme tu es une espèce de... la mienne est vachement animée, en justement, tu es une espèce de canif suisse, tu sais, il y a tout dessus, tout ce que tu as besoin, c'est là. Oh, c'est mignon, comment tu dis ça. Tu as une vie multiple, dans une vie, tu as plein d'existences. Là. Parce que j'ai regardé un petit peu, hein. Je suis un chat, je neuf vie. Je suis sous mon deuxième. Donc, on va un petit peu décortiquer au fil de l'eau ton parcours depuis toi tout bébé jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi, tes choix, tes orientations artistiques, de la mode, de la télé, un petit peu de tout. Voilà, mais on va se focus surtout sur la mode, mais on veut comprendre pourquoi tu en es arrivé là. On va voir si tu as lu mon livre, alors. Alors, j'ai pas lu ton livre. Alors là, franchement, je ne l'ai pas lu. Parce que dans les hommes, voilà. T'as vu, hein, donc, ça marche bien. L'homme que je suis, voilà. Écoute, si tu veux en parler maintenant. Qui est paru chez Michel Lafon en 2005, d'ailleurs. En fait, c'est un livre qui est bien vendu. Et c'est un livre où je parle de mon enfance, en fait. Je parle pas du tout de ma vie en tant que personnalité. Parce que je pense que les gens me connaître en tant que personnalité, ce que les gens pensent, mais j'aimerais bien que les gens sachent d'où je viens, pourquoi je fais les choix que je fais dans ma vie et pourquoi je suis comme je suis. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour savoir, pour que tu répondes à toutes ces questions. Justement. L'homme que je suis. L'homme ça que tu es. Un besoin vital, ce livre, c'est une forme de nécessité, de libération, est-ce que c'est un bilan d'étape à un moment donné ou... C'est tellement bien dit parce que pour moi, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie et tout ce que j'explique aussi dans le livre, je subis des abus, mais très, très difficiles. Et j'ai jamais eu la possibilité d'évacuer ce traumatisme, en fait. Et le livre m'avait donné la possibilité de me libérer, en fait. Et depuis avoir écrit le livre, écoute, je me sens beaucoup plus libre de tout ça. Et je fais aussi, c'est un exutoire. C'est un exutoire, mais aussi tous les gens qui m'ont fait du mal à l'époque, écoute, sorte de pardon, pas vraiment de pardon, mais... Non, je l'ai fait le pardon, en fait. J'ai pardonné ces personnes-là. Ça, c'est le mot que je cherchais. J'ai pardonné ces personnes-là et je ne regarde plus en arrière. J'avance, en fait. Bien. Tu as chassé tes démons?
Je n'ai pas de démon. J'ai plus que ça, si vous voulez, mais pas de démon. Ah, c'est intéressant, alors. On va voir. C'est encore plus intéressant. Donc, du coup, Vincent McDoom, né à Sainte-Lucie, d'une fratrie de 20. Oui, nous sommes beaucoup. Wow. 22, pas 22. 20. Oui, oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas garder les 2 autres pour toi? Mais écoute, non, mais nous sommes 22. C'est mon père. Il a eu 22 enfants avec 8 femmes. Mais chez nous, c'est tout à fait normal. Parce que mon père, à l'époque, la façon de mesurer le côté macho d'un mec aux Antilles, ben, écoute, c'est le nombre d'enfants qu'il a. Et il voulait une équipe de foot, mais malheureusement, le mec, il avait de quoi faire 2 équipes de foot, finalement. C'est le numéro combien? Moi, je suis le numéro 2. Ah, t'es numéro 2? Ah ben, je suis vieille, j'ai 58 ans. Une équipe en première division, puis l'autre en seconde division. Ah, mais il y en a 3 divisions aussi. Hein. parce que dans les enfants de mon père, il y a 3 générations. Tu vois? Parce que ma dernière petite sœur, elle a 9 ans. Ah oui. Écoute. Et ça t'a apporté quoi de grandir dans une famille nombreuse? Qu'est-ce que tu en... Wow, qu'est-ce que ça m'a apporté? Plus de tolérance, en fait, de savoir le valet des choses, parce que, tu sais, quand tu grandis dans une grande famille, il y a plus d'amour. Quelque part aussi, tu apprends à partager. Le partage est très important, mais aussi tu apprends que tu n'es pas seul et tu dois à un moment laisser de la place à l'autre, en fait, et ça, c'est très important. Parce que chez nous, on n'avait pas de l'argent pour acheter des vêtements. So, quand mon frère, qui est plus grand que moi, lui, il utilise ses vêtements, il utilise ses chaussures, ça passait, et nous n'avons pas eu la possibilité d'acheter une nouvelle vêtement. So, toi, c'est horrible d'être placé plus bas parce que c'est toi qui as tout le reste, mais en fait, ça vous apprend le partage et d'être moins égoïste, en fait, parce que quand on regarde les enfants en ce moment, et la génération, comment on appelle ça, la génération X en ce moment? Cette génération, en fait, on voit une espèce d'égoïsme. On ne l'avait pas à l'époque. Mais vous étiez proche ou... Je suis proche de tous mes frères et sœurs. Oui. Je le connais tous. Et ils sont tous vivants. Grâce à Dieu, en fait. Je suis proche de tout le monde, oui. Mais ils sont là-bas ou ils sont... En fait, c'est une grande famille, mais en fait, on est quand même assez éparpillés. J'ai quelques frères et sœurs qui est aux États-Unis, j'ai un peu qui est en Angleterre, dans différents pays dans la Caraïbe, mais à Sainte-Lucie, oui, énormément, oui. D'accord. Ça vous est arrivé de vous regrouper Mon Dieu, je dis, c'est pas possible, non, en fait. On est d'accord. On a essayé une fois, et vous savez, quand vous êtes une personne qui vit à l'étranger, je sais pas pourquoi, au bled, on pense toujours que tu es plus riche, et tu as une arbre tout sous coup, et tout tombe, en fait. Et je faisais, je partais aux Antilles, et je ramenais de cadeaux pour tout le monde, mais ça coûte très, très cher. Mais c'est quelque chose que je ne le ferai plus, parce que quand même, si tu oublies une personne, eh ben, écoute, tu vas l'entendre tout le reste de ta vie. Mais c'est pas bien, hein, tu vois. So, j'évite toutes les grandes, tu vois, choses familiales comme ça parce que c'est trop. Mais aussi, je suis tellement différent par rapport à mes frères et sœurs qui sont tous tolérants, en fait. Mais tu étais l'unique, le seul différent de la famille qui... Moi, je pense que nous sommes tous uniques dans nos genres, en fait. Mais en fait, depuis mon très jeune âge, j'étais une personne qui attendais pas que les gens fassent les choses pour moi. Tu vois, moi, je voulais pas vivre par rapport à les béquilles des autres, la béquille de la société, la béquille de la religion ou la béquille de la famille, en fait. Je voulais pas être influencé par ces choses-là. Je voulais penser et réfléchir par moi-même. C'est pour ça que je dis tout le temps, le système éducationnel, pour moi, ça ne me convient pas tel qu'il est en ce moment. Parce qu'on est en train de faire, si vous voulez, des petits soldats qui vont travailler. On est en train de faire des moutons, tous est uniforme. On n'est pas en train de faire des hommes et des femmes qui sont prêts à réfléchir et avoir une pensée, tu vois, différente. Et quand tu penses différemment, écoute, on te met de côté, en fait. Et c'est comme ça. Si moi, je suis unique comme ça, oui, je suis unique. Si tu étais ministre de l'Éducation, tiens, par exemple, quelles seraient tes premières mesures? Si j'ai été ministre de l'Éducation, déjà, en fait, moi, le système scolaire, pour moi, j'allais changer le système scolaire, en fait. Et quelque chose que j'aurais bien aimé faire, c'est faire en sorte que les enfants sont... tout ce qui est métier,
mais métier qui n'est pas académique, en fait, écoute, j'allais mettre plus d'axe sur ça parce que tout le monde n'est pas fait pour être académicien. Tout le monde n'est pas fait pour être politicien. Tout le monde n'est pas fait pour être avocat. Mais on a besoin des stylistes, on a besoin des bouchers, on a besoin... Et tous ces métiers-là sont laissés pour compte. On a l'impression que c'est des métiers pour les pauvres et pas des métiers pour... Tu vois, et c'est un peu dommage. Moi, je pense que si on avait plus de personnes qui avaient ces pensées-là, on n'aura pas, tu vois, ces gens de personnes qui pensent que eux, ils vont un jour avoir cette unique... cette monde sous un gouvernement, je ne crois pas. Oui, d'accord. Donc, l'école de la République n'est pas bien adaptée. N'est pas adaptée pour les enfants maintenant. On est d'accord. Moi, je partage exactement ta même vision. Donc, on est vraiment d'accord là-dessus. Donc, il a fait quoi, Vincent, quand il était jeune, ado? Parce que moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi cet attrait pour la mode. Elle parle de toi à la deuxième personne, hein, t'as remarqué, hein? Oui. il a fait quoi, Vincent? Wow. Tu as suivi quoi comme études? Enfin, je le sais, mais du coup, comment tu en es venu? Moi, mon but, c'est de savoir comment tu en es venu à cet attrait pour la mode des petits... Je ne sais pas où tu vivais, tu as tout de suite... Non, je vivais avec ma grand-mère, en fait. D'accord. Ma grand-mère, parce que c'est... ma grand-mère, elle a eu ses enfants. Elle a eu plus des garçons, en fait. Et parce qu'elle avait plus de garçons, en fait, ces garçons-là, quand eux, ils ont grandi, eux, ils ont eu l'impression que leur mère était mieux que leur propre femme. Et quand eux, ils avaient leur rejeton, au lieu de laisser avec leur femme, ils leur donnaient à leur grand-mère. So, finalement, je grandis avec ma grand-mère, qui était quelqu'un qui était... matriarche et qui était très stricte, en fait. C'est une dame qui n'a pas été à l'école, en fait. C'était une femme, la vie lui a appris énormément de choses, mais aussi, c'était une femme très intelligente à sa manière, en fait. Elle était retoucheuse de mode. Moi, je me rappelle. Et je grandis en train de regarder ma grand-mère faire ça. Mais quand tu es enfant, c'est tellement important d'avoir une éducation pour elle. Parce qu'elle a toujours dit, moi, je ne l'ai pas eu, mais moi, j'aimerais bien que toi, tu l'as. So, elle faisait en sorte qu'on est allé à l'école. Moi, j'aimais l'école. J'étais bien à l'école. Mais aussi, j'aimais la mode, en fait. So, j'étais toujours distrait par ce que je voyais mes tantes porter, mes sœurs porter, ma grand-mère, elle portait. Et je voyais que ma grand-mère, elle prenait, elle n'avait pas d'argent, hein, mais elle prenait les rideaux de temps en temps. Quand les rideaux, ils étaient... chaque Noël, ils achètent des nouveaux rideaux pour les maisons. So, elle récupérait les anciens rideaux, elle faisait des vêtements pour nous. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi le rideau est devenu des vêtements pour moi. Mais c'était beau et c'est comme ça, on allait à l'école et on était propre aussi. Et moi, je voulais tout simplement mimiquer ma grand-mère parce que what monkey see, monkey do, c'est que le singe voit, le singe, il va mimiquer, en fait, et c'est ce que je faisais. So, mes sœurs, je comprenais pas pourquoi mes sœurs, elles avaient des poupées et moi, je devais avoir une petite voiture de pompier. Moi, je comprenais pas, mais ça m'intéressait pas du tout. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je passais mon temps en train de fabriquer des vêtements pour les poupées Barbie de mes sœurs. Et cet engouement pour la mode est arrivé là aussi. D'accord. Ça, c'était très important de clarifier parce que je pense que tout le monde ne savait pas. Mais j'ai une anecdote qui est très intéressante. On adore les anecdotes. Parce que, en fait, quand j'étais petit, à l'âge de 6 ans, ma grand-mère, elle venait souvent dans le capital, en fait, pour faire ses courses pour la semaine. Et après, elle partait. C'était de 2 heures, 2 heures et demie d'où on habitait. Et elle prenait tout le temps un de les gamins avec elle. Et ces gamins-là, c'est eux qui devaient porter les courses. Hein. C'est pas ma grand-mère qui le faisait parce que c'était une reine. Mais cette fois-ci, elle m'a ramené moi avec elle. Mais cette fois-ci, elle a eu un problème avec une vêtement qu'elle était en train de retoucher. So, elle a ramené chez une copine à elle qui s'appelle Mademoiselle Steve, en fait. Et cette Mademoiselle Steve, je me rappelle, en tant qu'enfant, quand je rentrais dans l'atelier de la dame, je savais à ce moment-là, ça c'est le métier que je voulais faire. Mais je connaissais pas du tout le titre de ce métier, en fait. Ça s'appelle tout simplement d'être styliste. Hein. Et moi, je savais pas. Et moi, je gardais dans ma tête que je voulais faire ce métier parce que c'était coloré, c'était des boutons, des strass, des paillettes. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et un jour, comme tous les Noëls, autour de la table, tu as les parents, tu as les tantes, tu as tout le monde et tu as les enfants. Mais
On demande aux enfants, mais qu'est-ce que vous voulez faire quand vous grandiez, en fait? Et moi, j'attendais patiemment mon tour. Mon frère, il voulait être mécanique comme mon père. Moi, j'aime pas ça parce que de cambrer sous les ongles, non, c'est pas moi. Mais aussi des maçons, des choses comme ça. Et quand c'était mon tour, eh ben, moi, je dis, écoute, moi, je voulais être Miss Steve. J'étais tellement content. Je voulais être Miss Steve. Mais par contre, la famille n'a pas compris, en fait. Ils voulaient que moi, je voulais être une femme. À ce moment-là, mon père, il m'a donné une gifle. J'ai eu l'impression d'être, tu vois, le poisson qui a le 2 yeux sur un côté-là. Ben, écoute, j'ai eu l'impression que l'œil, là, il est parti sur ce côté-là. Et à ce moment-là, en fait, on commençait à m'appeler de la maison Miss Steve. Et c'était horrible, tu vois, tout le temps. On veut quelque chose, demande à Miss Steve, tu vois. Et c'était horrible pour moi à l'époque, tu vois. Mais je grandissais avec une but, c'était un jour qu'on m'appelle Monsieur McDoom, qui est chose faite maintenant. Super. Du coup, tu en es arrivé à faire des études spécifiques. Tu as eu des bourses, il me semble, pour faire ton métier. Enfin, pour déjà... Moi, c'était quand même assez difficile parce que, tu sais, quand j'étais à l'école, j'arrivais pas à avoir des interactions avec les garçons parce que les garçons me jetaient, en fait. J'ai passé beaucoup de temps avec les filles, mais à la fois, les filles, elles pouvaient être très méchantes, en fait, les gamins. Moi, j'étais mise de côté. Je grandis en train de vraiment faire mes études. J'étais un très bon élève, en fait. Et quand je suis quitté l'école, écoute, je commence à travailler dans une... comment tu appelles ça? Une librairie où on vendait des bouquins, des magazines de mode, des choses comme ça. Et j'étais un peu proche de ce que je voulais. Et les clients de ce magasin-là ont devenu des clients pour moi. Je commence à faire des vêtements pour ces femmes-là, en fait. Et un jour, il y a un concours de mode. C'était le premier concours de mode à Sainte-Lucie. Je rentrais dans le concours de mode. Je gagnais le concours de mode. C'était en 1988, c'est ça. Exactement. Oui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire mes études de mode à Paris et une stage de 1 an chez Paco Rabanne. Exactement. Donc, tu as été le premier créateur de mode récompensé à Sainte-Lucie et le premier bourse française dans la mode. Exactement. En fait. Et il n'y en a pas eu 2, il n'y en a pas eu 3. Waouh, bravo. Donc, c'est comme ça, finalement, que tu es arrivé sur Paris à faire ton stage chez Paco Rabanne. Et puis après, forcément, tu as été directeur, tu as travaillé pour beaucoup de maisons de couture et tu as été notamment directeur artistique. Paris a toujours été une rêve pour moi en tant qu'enfant, de toute façon. Parce que je me rappelle quand j'étais... Tout à fait, mais je ne savais pas à l'époque. Ben non, pas du tout. Une autre anecdote qui est quand même assez drôle, parce que quand je travaillais dans cette librairie, je lisais énormément tu sais, ces petites histoires à l'eau de rose, là, des Barbara Cartland. Non, je sais plus. Des Arlequins, oui, c'est ça. Je crois qu'il en a lu pas mal. J'ai passé mon temps en train de bouffer ces livres, en fait. Et sous ces livres-là, ce qui était drôle, c'était toujours un beau mec avec des cheveux longs, tu vois, et une jolie fille dans ses bras. Mais c'est pas ça qui m'intéressait. C'était le monument qui était derrière ces personnes-là. C'était le Tour Eiffel. Et je disais, j'aimerais bien aller dans la ville où cet monument il est, en fait. Et c'est comme ça. Je suis que c'était Paris, en fait. Mais je ne savais pas c'était de la ville de la mode. Non, je ne savais pas. Je savais tout simplement que la ville qui a un monument qui est une espèce de monument phallique, mais j'ai eu l'impression qu'il est habillé en dentelle. Et je disais, mais excusez-moi, j'ai envie d'aller dans cette ville où il y a ce monument phallique habillé en dentelle. Comme par hasard, c'est Paris, en fait. Et moi, mon rêve est devenu une réalité. Super. Bon, c'est magnifique. Du coup, tu as continué ton parcours 10 ans dans l'industrie de la mode à peu près? Je faisais mes études. Je travaillais chez Paco Rabanne, paix à son âme, parce qu'elle vient de mourir, en fait. Et Paco Rabanne m'a appris énormément de choses, en fait, sur la couture, parce que je travaillais avec lui pendant les saisons de couture. Et d'ailleurs, la saison où je travaillais avec lui, il a gagné le Dé d'or. À l'époque, il y a eu chaque saison, on donnait un prix à le meilleur créateur, en fait. Et c'était le Dé d'or. Il a eu le Dé d'or juste après Gianfranco Ferré, qui a gagné l'année suivante chez Dior, parce qu'il venait de rentrer chez Dior, en fait. Moi, je travaillais chez Paco Rabanne. Paco m'a appris la finition et toutes ces choses-là. Et Paco disait que vous êtes très doué, mais malheureusement, vous avez besoin le côté théorie, en fait. Et c'est à ce moment-là, il a écrit, la maison Rabanne a envoyé des documents à l'ambassade
de France à Sainte-Lucie et en demandant que je puisse continuer mes études. Et je continuais mes études. Pendant que je faisais mes études, forcément, j'en ai fait des stages, j'en ai fait beaucoup. Et, des belles maisons. Des très belles maisons. La maison Guy Laroche, je travaillais avec eux. Je travaillais avec Angelo Talazzi aussi. Je travaillais avec Olivier Guimard. Je travaillais avec des jeunes créateurs qui ont eu beaucoup de talent comme André Walker. Et après André Walker, après un moment, écoute, je travaillais avec Katusha. Je faisais ces 2 collections avec elle. Paix à son âme aussi. Et on joue. André Walker, qui est un très bon ami à moi, il m'a ramené voir un ami à lui qui était un jeune créateur, qu'il venait d'intégrer la maison de Louis Vuitton, qui voulait absolument créer des vêtements et pas que des sacs à main et des accessoires, en fait. Et comme par hasard, c'était Marc Jacobs. Je rentrais chez lui, on est devenus très amis et je commençais à travailler avec lui en tant qu'assistant. Et là, il m'a appris que le luxe, c'est quelque chose, le luxe, c'est quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde et le luxe n'est pas quelque chose qui est forcément cher, en fait. Mais c'est le travail qui rentre dans peu importe ce que tu es en train de faire, c'est ça le luxe, en fait. Et ça, je gardais avec moi toute ma vie, en fait. Et grâce à Marc, j'en ai fait connaissance avec beaucoup de monde. En fait, c'est grâce à Marc aussi, je rencontrais lors d'un défilé Mademoiselle Agnès, qui travaillait à l'époque sous l'émission chez Canal+. Et un jour, Mademoiselle Agnès, elle était absente pour une de ses émissions de mode et elle m'a demandé de le remplacer le temps de cette émission-là. Et tout de suite après ça, Paris Première m'a contacté. C'est là où tu as commencé à faire Paris Première. D'accord. Où tu as présenté une émission de mode et météo pendant 3 ans. C'est pas une émission de mode, en fait. Ce que je présentais, en fait, c'était à l'époque Sabrina Azoulay, qui était la directrice directrice de programme à l'époque. Elle cherchait à remettre au goût du jour une métier dite disparu. Une métier qui a fait... qui s'appelle le speakerine, en fait. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que je fais? Bon Dieu, elle est allergique à moi. On va t'éloigner un petit peu. C'est ça. C'est bon. Donc ça, c'était tes premiers pas de speakerine. Erwan, j'aimerais bien qu'on mette justement tes premiers pas de speakerine. Tu as fait justement sensation parce que c'était la première fois qu'on voyait un homme habillé en femme. Ça m'intéresse. Vous l'avez jamais vu à l'antenne? Ça fait depuis 15 jours. Mais je vais l'avoir de près encore. Il s'appelle Vincent. On a été quand même montrer ses prestations à Evelyne Leclerc. Nous, c'est Evelyne Leclerc, Ariane. C'est notre idole. C'est notre idole, la speakerine de notre enfance. Et elle n'aime pas vraiment la prestation de Vincent McDoom. Mais nous, on aime. Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir. Vincent McDoom et bienvenue à notre soirée cinéma sur Paris Première. Vincent McDoom est un homme, mais il a tout l'air d'une femme. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il est la nouvelle speakerine de Paris Première. Suivi par rive gauche, rive droite, rive droite, rive gauche. De quoi étonner et surprendre les 3 800 000 foyers abonnés à la chaîne du câble et du satellite, à commencer par celles qui ont fait ce métier avant lui. C'est une femme ou c'est un homme? C'est censé être un homme. Hélas, c'est le moment de se quitter. C'est sûr qu'autrefois, je ne sais pas si une telle ambiguïté aurait pu être acceptée de la direction des chaînes ou des téléspectateurs. Bonsoir Vincent. Elle n'est pas possible. Qui, Evelyne Leclerc? Ouais, mais ça va pas, non. Elle a passé son temps. Il faut bien laisser la place à des autres. On vit avec nos temps. Eh bien, écoute, c'est tout à fait normal. En tout cas, tous les articles de presse vous présentent comme un travesti, ce que vous n'êtes pas du tout. Pas du tout. Vous êtes quoi? Comment vous vous définissez? Tout simplement Vincent McDoom. Moi, je suis un garçon efféminé, un garçon androgyne. J'ai toujours été comme ça. Dieu m'a doté un corps qui se porte bien les vêtements. Vous portez très bien les vêtements, hein, Jean-Pierre? Merci beaucoup. Les bottes aussi. Les bottes aussi, et oui. Une autre chose, c'est le vêtement, c'est fait pour quoi? Pour cacher la nudité. Oui. Et excusez-moi, Dieu, il n'a pas dit qu'un homme doit habiller comme ça, une femme doit habiller comme ça. Bon, alors, à votre avis, pourquoi Paris Première vous a engagé? Pour émerveiller les gens ou pour faire un coup de provoque?
Tout simplement une coup de foudre entre moi et Sabrina Alzulé, qui est la directrice directrice de programme. Et une autre chose, parce que Paris Première vive avec son temps, qui est très avancé, et ils ont glissé très, très bien dans les millénaires. Et moi, je pense, je fais partie de ces gens-là. Vous n'avez pas l'impression que c'est pour faire un coup médiatique, qu'on vous exhibe un peu, pour faire un coup médiatique, d'être un peu utilisé? Déjà, je ne me sens pas utilisé, je ne me sens pas que je suis exhibé, parce que j'ai toujours été comme ça avant que je suis arrivé à la chaîne. Vous faisiez quoi? Pas du tout. Parce que je travaillais dans la mode. Je suis styliste, modéliste et j'ai toujours habillé comme ça. J'ai toujours été comme ça. Le coup avec le talent, moi, j'ai toujours été pêché sous des talons aiguilles. Moi, je suis sidérée par vos bottes. Sidérée dans quel sens? Je les trouve sublimes. Vous chaussez combien? 38. 38? Ah oui, j'en ai 500 paires. Vous pouvez la voir si vous voulez. 500 paires? Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas la même pointure. Vous vous trouvez bon ou bonne à l'antenne de Paris Première, franchement? Mais pourquoi vous dites bonne? Il dit que c'est un mec. Il est bon, il s'appelle Vincent. Merci beaucoup. Il s'appelle Vincent, c'est un monsieur. Excusez-moi, Jean-Pierre, mais on peut... Il est un peu toublé. Non, mais excusez-moi, mais vous n'avez pas non plus... Il est un peu toublé. Des fois, le soir, oui. Voilà. Mais je vous rencontre jamais le soir. Je vous rencontre jamais le soir, Jean-Pierre, c'est dommage. Il y a une chose qui est drôle, moi je trouve, même la télé française, c'est la télé où je trouve il y a plus de travestis. De travestissement, parce que la plupart des animateurs que j'ai vus à la télé, ils sont tous travestis. Bon, alors là, il va falloir... J'en ai vu beaucoup. J'en ai vu. Non, ils ont travestissé dans les programmes, des choses comme ça. Comme par exemple, qui je veux dire? Il y en a qui ont des petites monos sur la tête, une réchauffante. Des noms, Vincent. Des noms? Pourquoi vous voulez des noms? Ah ben, vous êtes gentil, vous nous allumez. Patrick... Celui qui a les cheveux longs, je ne me rappelle plus son nom. Patrick. Non, Sébastien. Oui, il le fait tout le temps. Ils éprouvent le besoin de se travestir. Peut-être ça cache quelque chose. Il y a une autre chose. Les femmes, ils ont dit que, OK, peut-être moi je suis une travestie, que je dis non. Eh bien, les femmes qui portent des baskets et des pantalons sont des travestis aussi, quelque part. Après Paris Première, vous avez envie d'être sur une autre chaîne? Je ne sais pas encore. Pour le moment, je me sens bien où je suis et j'ai envie d'y rester. Vous avez envie de faire d'autres choses à la télé, des shows, des... Pourquoi pas avoir mon propre talk show? Peut-être vous inviter aussi. Avec plaisir. On vient. Vous dites quoi, Jean-Pierre? Amanda Lear fait bien des shows. Mais quel rapport? Ça, j'ai pas compris, là. Ça ne fait rien. Quel rapport avec Amanda Lear? Tout ça ne fait rien, si vous n'avez pas compris. Vous parlez tout doucement comme ça dans votre bar, mais vous croyez qu'on n'entend pas à la télé, Jean-Pierre? Je ne parlais pas du tout en douce. Je dis, c'est comme Amanda Lear, qui fait des shows. Voilà. Monsieur Poivre d'Arvor ne fait pas de show. Amanda Lear, oui. Très bien. Tout ça, c'est le même métier, finalement. Merci beaucoup d'être passé dans notre émission. Et merci de m'inviter. On vous retrouve quand sur Paris Première? Tous les jours à 21h et vers 1h du matin. Très bien. Super, écoutez, comme ça, on a découvert pour la première fois aux écrans Mais vous voyez, à l'époque, moi, je ne portais pas les robes. J'étais toujours en pantalon. C'est vrai, tu étais en pantalon. Exactement. J'ai toujours porté toujours en pantalon. Parce que, en fait, c'était très chic. Mais les choses, c'est, je ne sais pas, qu'est-ce que je portais que les gens disaient que je suis une travestie. Or, je suis toujours en pantalon. Le jour où je commençais à porter des robes, c'était une hasard, mais complètement... c'est une jolie anecdote d'ailleurs. C'est une pure hasard, tout simplement, parce que j'étais dans une émission qui m'a rendu populaire. Parce que moi, Paris Première m'a donné la visibilité, mais TF1 m'a rendu populaire dans une émission de télé-réalité qui s'appelle La Ferme. On en parlera tout à l'heure. Il y a eu un moment où j'avais mal au ventre, le toilette, il était à l'extérieur. J'ai pris une pull qui était très longue, mi-cuisse, et moi, j'ai mis une paire de talons et je traversais le champ, en fait. Et quand je traversais le champ, l'émission a vu son audimat monter de 2 millions de plus, en fait. Et Arthur, il m'a appelé, qui était le producteur à l'époque, et Stéphane Cobis. Arthur m'a appelé, Arthur m'a dit, Vincent, vous avez porté une jolie robe rouge et le public a beaucoup aimé. Est-ce que vous pouvez porter des robes? Et c'est à ce moment-là, je continue à porter des robes dans l'émission, mais quand je sortais dans cette émission, en fait, je recommençais à porter des pantalons et c'est le public là, tu vois la différence, qui disait, vous savez quelque chose, Monsieur McDoom, vous êtes plus joli quand vous portez des robes.
en fait. So, pour moi, je savais à ce moment-là, j'avais fait quelque chose que personne n'avait fait auparavant à la télé et je savais que j'avais une carte à jouer par rapport à la tolérance. So, quand tu as des grands-mères, des mamans, des papas qui viennent dire « grâce à vous, je comprends un peu mieux mes enfants, mes arrière-petits-enfants », quand ces enfants-là disent « grâce à vous, je peux dire à mes parents qui je suis, ce que je suis, je peux porter ce que je veux dans la rue », je savais que le travail était fait. La bonne voie. Oui. Super. Du coup, j'entendais les remarques dans cette vidéo. Les personnes ne savent pas trop s'ils doivent taper il, elle. Moi, je sais que personnellement, je t'appelle il parce que tu es un garçon. Est-ce que ça te dérange, cette ambiguïté que les gens mettent sur toi? Tu n'aimes pas quand on t'appelle elle? Enfin, je sais pas. Cette ambiguïté, il est là, même si je veuille ou pas, de toute façon. Et les gens, ils ont toujours, comme je t'ai dit tout à l'heure, les gens ont besoin de béquilles, les gens ont besoin de savoir qu'il appartient à certaines choses. Moi, je ne m'appartiens à rien du tout, en fait. Je suis né un homme. D'ailleurs, il y a tout ce grand débat, tu vois, tu vois, le gendre, tu vois, parce qu'il y a tellement de gendres et des choses comme ça. Parce qu'en ce moment, tu vois, c'est un peu lourd. Mais c'est préférable de demander à des personnes concernées, des vraies personnes concernées. D'ailleurs, il faut savoir que nous sommes nés hommes ou femmes, en fait. Il n'y en a pas, tu n'es pas né transgenre, ça c'est faux, en fait. Sauf si tu es né avec le deux sexes qui s'appelle hermaphrodite, en fait. Ça c'est une chose. Par contre, quand toi, tu as l'âge nécessaire pour décider que toi, tu n'es pas, tu peux orienter ton sexe. Mais quand je vois maintenant qu'on est en train d'orienter la sexualité des jeunes, tu vois, avant qu'eux, ils ont 12 ans ou 18 ans, je trouve ça lamentable. J'ai vraiment réellement un problème avec ça. Moi, il y a plusieurs sexualités, tu vois, ou peut-être plusieurs genres, tu vois, des choses comme ça. Tu peux choisir. C'est des pronouns, on dit en anglais, tu vois. Mais pour moi, il y a deux personnes qui sont nées, un homme ou une femme. Et il n'y a qu'une femme qui peut enfanter, en fait. So, ce débat stérile que les gens font autour des transgenres ou des transfemmes, tu vois, moi, ça m'agace, en fait. Mais surtout qu'en ce moment, c'est vraiment le sujet... Et c'est peut-être mon coup de gueule, en fait, parce que cet agenda, en fait, et cette lobby gay commence à devenir de n'importe quoi, et je trouve que c'est une manque de respect envers les femmes, en fait. Si tu es un homme, et toi, tu dis tu es né dans le mauvais corps, et à un certain âge, tu décides de changer ton sexe, quand tu as l'âge requis, qui est 18 ans, tu décides de changer ton sexe, ça c'est ton choix, en fait. Mais quand tu fais ce choix, en fait, tu as fait ce choix, tu souffres énormément pour faire tout ça. Quand tu deviens une femme tu es. Mais maintenant, on commence à créer une autre communauté qui s'appelle la communauté de femmes trans, en fait. Et maintenant, les femmes trans qui est en compétition avec les vraies femmes, moi, je suis désolée, une femme trans ne sera jamais une femme à part entière dans le sens que elle n'a pas les ovaires, elle peut pas enfanter, en fait. Une femme, c'est une personne qui peut enfanter. Le jour que le trans enfante, elles n'ont pas d'ovaires. So, pour moi, ça me choque un tout petit peu. Et les gens me disent, oui, mais tu n'es pas très ouvert d'esprit. Ah non, moi, je suis désolée. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas toucher. Parce que là, on est en train de toucher carrément à le socle familial. On est en train de le déranger, en fait. Et cette socle familiale, c'est important pour un enfant, en fait. Et ça, le socle familial, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, parce que je grandis que avec les femmes. Ça ne veut pas dire, à cause de ça, je suis devenu gay. Pas parce que deux enfants grandissent, pas parce qu'un enfant grandit avec deux hommes, il va devenir gay. Pour moi, en fait, moi, je pense que les gens, ils sont en train de créer des problèmes où il n'y a pas de problème, en fait. Oui, je partage assez ton analyse, elle est claire, ce manque de cadre, de repères, cette espèce de régression intellectuelle, morale. Et les politiciens encouragent ça parce qu'eux, ils veulent garder le pouvoir, ils veulent que les gens continuent à voter et ils veulent paraître bien dans les yeux des gens. Mais par contre, dans leur famille, ce n'est pas comme ça. Il y a un moment, il faut arrêter. Pour moi, maintenant, je vois des livres pour des enfants où on est en train de voir deux garçons qui font l'amour, deux filles. C'est des gamins, en fait.
laissez-le le temps de faire les années teen, en fait. Ils sont nés et tout de suite, vous êtes en train de changer leur sexe. Et moi, j'ai réellement un problème avec ça. Il y a des tas de périodes historiquement où on a égaré les populations sans repère, on cherche, et puis c'est des opportunités aussi historiques pour changer des choses, pour un modèle social, pour un modèle culturel, artistique. Et ça m'embête énormément. Mais alors toi, j'ai une question par rapport aux rêves que tu te faisais quand tu étais encore jeune enfant, ce monde du maquina, quand tu es arrivé sur le continent européen, est-ce que ça correspondait à aux rêves que tu te faisais dans la tête? Est-ce que toi, personnellement, tu as vécu, par exemple, des regards qui auraient peut-être un caractère un peu ségrégatif, de différence de culture, de couleur, de toutes ces choses-là? Est-ce que tu les as ressenties là-dedans ou pas? Wow, c'est vraiment très beau comme question, en fait. Et c'est pas une question que beaucoup de gens me posent, en fait. Vous savez, quand je grandissais dans une petite île comme Sainte-Lucie, c'est une petite île qui est très macho, et en fait, même le fait d'être homosexuel, tu es persécuté, en fait, et tu peux aller en prison, en fait, d'être homosexuel. Si quelqu'un peut dire, écoute, je couchais avec, écoute, il peut le mettre. Pour moi, de venir en France était une échappatoire, en fait. Cet échappatoire, ça m'a libéré, en fait. Ça m'a permis d'être moi-même. La France, vous savez, c'est pas seulement le berceau de luxe et du bon goût, en fait. Mais la France, en fait, m'a donné tout ce que j'ai, en fait. La France, c'est grâce à la France que je suis qui je suis en ce moment. Et les différentes femmes, parce qu'à chaque étape de ma vie, c'était une femme qui a changé cette étape de ma vie. Mais par contre, vous savez, j'ai jamais éprouvé, ou j'ai jamais ressenti, si vous voulez, la discrimination par rapport à la personne que je suis, ma couleur, en fait. Sur le racisme, en France, je l'ai jamais éprouvé. Ça, c'est quelque chose, peut-être ça existe, mais je ne l'ai jamais ressenti près de personne, en fait. La seule discrimination que j'ai eue dans ma vie en France, en fait, quand tu arrives de ton petit bled, ou quand tu arrives des provinces de France, en fait, et tu es dite homosexuel, tu cherches la communauté qui va t'accepter, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas directement aller vers cette communauté. Cette communauté, c'est dans le Marais, en fait. On dit le bois de nuit, des choses comme ça. Écoute, la seule discrimination que j'ai éprouvée, c'était dans le milieu gay, en fait. Parce que dans le milieu gay, il y a tellement déjà de petites communautés qui existent. Il y a la communauté des beers, il y a la communauté des crevettes, il y a il y a la communauté des muscle queen, en fait. Et en fait, ça existe tout loin. Et en fait, moi, je dis, avant que vous jugiez les autres, faites le tri parmi vous, en fait. Et moi, parce que j'étais une personne qui ne savait pas, et je refuse toutes les étiquettes. Oui, je suis un homme qui porte des robes, certes, mais je suis un homme et je suis fier d'être cet homme-là. Et en fait, la chose qui m'a beaucoup choqué, c'est voir la communauté pour laquelle les gens disent que j'appartiens, et moi... Et c'est cette même communauté-là qui ne comprenait pas comment ou où me mettre, parce qu'il n'y avait pas un endroit. Il n'y avait pas une case. Parce que je n'étais pas transsexuelle. Je n'étais pas drag queen, en fait. Ils ne savaient pas. Et tu dérangeais leur paradigme. En fait, exactement, en fait. Et la seule discrimination que j'ai vraiment eue de toute ma vie, vraiment, c'était dans le milieu gay, en fait. Ce que je trouve assez ennuyeux, en fait, quand toi, tu te sens discriminé contre, tu essaies de trouver la communauté qui va t'accepter, en fait. Mais finalement, tu réalises, tu rentres dans cette communauté, mais cette communauté commence à discriminer contre en fait, ils reproduisent. Ils vont chercher la communauté qui ne va pas discriminer contre eux, mais quand ils intègrent la communauté, ils reproduit la même chose envers une autre communauté. Et je sais de quoi je parle parce que en 2018, la mairie de Paris m'a demandé de faire une manifestation, en fait, parce qu'ils ont eu une semaine de phobie, en fait. Il y avait le homophobe,
C'était pour la grossophobie. Exactement. Ouais. Eux, ils m'ont demandé de faire un défilé. Et des associations des grosses n'aimaient pas du tout le fait que la mairie de Paris m'a demandé, moi, d'organiser ce défilé-là. C'est moi qui ai ramené l'idée d'une défilé, en fait. Et la communauté, les associations grosses, en fait, commencent à se déblater et dit des saloperies, en fait. Et pour moi, j'étais tout simplement en train d'aider une communauté qui se sentait rejetée, en fait. Et moi, je voyais que cette communauté était en train de me rejeter, moi aussi, parce qu'en fait, ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu, et moi, je l'ai toujours, une association gay qui dit « Qu'est-ce qu'un garçon anorexique, homosexuel, tout moi, comme Vincent Magnum, peut en savoir de ce qu'une grosse peut vivre. » Moi, je suis désolée. Les discriminations, c'est pas par rapport à les couleurs, pas par rapport... Une discrimination, c'est une discrimination, en fait. C'est un peu dommage. Et malheureusement, chaque personne veut créer des communautés ou des associations mais quand ça rejette d'autres communautés, en fait, je comprends pas pourquoi. Tu vois, le but de créer des communautés, c'est un peu de créer la discorde et finalement... Oui, moi, c'est ça ce que j'allais un petit peu dire. Ces guerres intracommunautaristes, est-ce que ça ne correspond pas non plus à des crises identitaires? Des crises identitaires, certes, je pense, parce que moi, je peux bien croire que quelqu'un dise que lui, il n'est pas né dans le bon corps et lui, il a envie d'être dans le bon corps. Mais, excusez-moi, quand tu fais tout ce travail pour devenir une femme, à ce moment-là, tu identifies comme femme, tu n'identifies pas comme femme trans, en fait. Tu vois, si moi, j'ai envie de devenir une femme, je vais faire tout ce travail-là, tout simplement pour rentrer dans une communauté qui dit « Je suis femme trans ». Ben non, je suis femme. Et tu sais, on essaie de travailler ensemble. On ne met pas des femmes qui peuvent enfanter d'un côté et vous d'un côté et vous créez. Maintenant, je lu récemment dans un article que je postais sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, parce que j'ai un Instagram, où il y a un transsexuel qui est en train de dire il faut que les hommes hétéros couchent avec les transsexuels pour arrêter les haines contre les transsexuels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est bien cela, quand je dis crise identitaire. Et c'est pour ça que j'ai répandu. Oui, et cette problème est répandu, tu vois, par une propagande politique, en fait, qui est derrière. En fait. Malheureusement, on invite, tu vois, récemment, j'ai vu sur une émission qui s'appelle Touche pas mon poste, une transsexuelle, en fait, qui était en train de militer contre la retraite, le problème de retraite. Je l'ai vu, tu l'as posté. Excusez-moi, qu'est-ce que la retraite a à voir avec toi qui mettent des seins nus? Tu es en train de militer dans la rue, les seins nus. Est-ce que la retraite est féminine ou masculine? Ben non, c'est pour... il faut arrêter de faire ça. Là est toute la question. Il y a un jeune homme, il n'a pas le droit de la toucher, tu vois, mais... Le chose, c'est qu'il a touché, elle lui a craché dans la gueule. Le chose, c'est pour faire le buzz, comme d'habitude, touche pas à mon poste, lui demande de venir. Et là, elle dit, je suis femme transpute. Excusez-moi, si tu as envie de devenir une femme, c'est pas pour être, tout simplement, pour devenir une pute, en fait. Tu peux le faire, même habillé avec tout le reste, tu vois. Et maintenant, si tu poses une question à une personne qui ressemble à une femme, qui n'a pas fait tout le travail, qui est en transit, si tu poses la question, la personne pense que toi, tu es irrespectueux envers lui. Mais je suis désolé, sous la robe, tu as toujours une sexe, en fait. Tu es un homme. Ça, c'est une belle prise de parole. Non, mais c'est des choses qui est un peu fatigant, en fait. Et malheureusement, beaucoup de gens ne veulent pas ouvrir la bouche sous ce problème. Et en ce moment, on est en train de voir, tu vois, le tenue, mais ça prend une tenue mais très, très mauvaise. Et tu peux plus en rien dire. Tu vois, il y a une prof, tu vois, elle est à son école, elle est là en train de parler avec ses élèves, des choses comme ça, et elle parle de la danse, en fait. Et elle demande que, tu vois, un garçon danse avec une fille. Eh bien, il y a une personne qui se considère trans. Eh bien, écoute, la personne, elle pense que le prof était irrespectueux envers elle. Elle a fait en sorte que la prof soit virée. C'est le monde à l'envers. Nous tombons où là?
Nous tombons sous la table. Oui, en même temps, bon, tu as parlé politique tout à l'heure. Propagande, moi j'irais même jusqu'à une sorte d'instrumentalisation. Beaucoup même. Ben oui, parce qu'on est on traverse une période de crise civilisationnelle qui est très forte, et c'est des moments de fragilité pour les peuples. Pour les gamins, bien sûr, pour les gamins. Pour les gamins. Parce que, vous savez, moi, je me rappelle, j'étais dans une manifestation et quand je suis... Beaucoup de gens te disent, oui, mais tu es une femme ou un homme. Les gens posent tout le temps la question parce que les gens ont besoin de savoir pour appartenir. Moi, je suis désolé, comme je disais dans l'émission, si le pape, il porte une robe, on lui demande rien du tout, hein, il porte une robe. Les Arabes portent des robes. Exactement. Et non seulement ça, un avocat porte une robe, on lui demande jamais. Mais moi, je porte une robe. Ma robe, je le porte tout simplement parce que je le porte d'une manière pour cacher ma nudité. Mais une femme qui porte un pantalon et une veste, parce que Yves Saint Laurent, excusez-moi, c'est lui qui a commencé à habiller les femmes, tu vois, dans les costards d'hommes, en fait, les smokings. Et quand tu sais, la plupart de le vêtement féminin, la base de le vêtement féminin vient de la base masculine, tu vois, les choses. Pour moi, c'est un peu difficile de demander ces genres de choses-là. Pour moi, quand une maman une parent vient me dire, vous savez, Monsieur McDoom, j'aime beaucoup qui vous êtes et mon fils, qu'il aimerait bien être comme toi. Je pose la question, il a quel âge votre fils? Il a 5 ans. Mais qu'est-ce que tu peux savoir? Qu'est-ce que l'enfant il veut savoir à 5 ans, à 8 ans, à 12 ans? Moi, je suis désolée. Quelque part, je dis que c'est les parents qui vivent par procuration, en fait. Les crises ne viennent pas de l'enfant, en fait. Parce qu'il y a un moment, tu vois, peut-être eux, ils vont changer le sexe de le gamin, ils vont militer pour que le sexe de le gamin change, mais après un moment, c'est irréversible, tu ne peux pas revenir en arrière. Et il y en a beaucoup, parce qu'on n'en parle jamais, il y en a beaucoup des hommes ou des femmes qui changent de sexe et ils veulent revenir en arrière, parce que ce n'est pas ce que eux ils le croyaient. Et quand tu le sais, tu vois, une des plus grands problèmes en ce moment, c'est comment il s'appelle ça? La mortalité des travestis ou des transsexuels, des choses comme ça. Suite à leurs opérations? Pas non seulement ça, en fait. C'est parce que ces personnes-là, ils se suicident. Il y a des suicides, il y a des choses comme ça. En fait, parce que finalement... tu es jeune et tu utilises ta sexualité et tu as envie d'avoir un beau mec, des choses comme ça. Mais tu es beau, tu es jeune, tu es belle maintenant. Mais quand tu prends de l'âge, le mec qui voulait de toi et qui voulait que tu changes de sexe, après un moment, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une personne plus jeune parce qu'il a eu une personne plus jeune, en fait. Et c'est pour ça, je disais, en fait, le jour que je décide de changer le sexe, c'est parce qu'un homme veut faire une honnête femme de moi. Moi, de toute façon, Vincent, tu sais qu'on est très raccord sur toutes ces choses-là, tous ces débats. Moi, je t'ai toujours vu comme un homme. Jamais j'ai pensé que tu pouvais être une femme. Et je ne changerai pas. Ça me touche beaucoup tout ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le sujet d'actualité, cette propagande. Moi, je ne sais même plus les chi, les i, les l, les yel, c'est devenu complètement... Et en ce moment, les lobbyistes, on est dans un monde... Les lobbyistes, ils ont compris. Et maintenant, tu ne peux plus toucher à certaines... toucher à certaines personnes. Tu peux plus toucher à le lobby gay parce qu'en ce moment, si tu dis quoi que ce soit, les gens te taxent de homophobe, en fait. Et eux, ils vivent là-dedans, en fait. Tu n'as rien fait, tu es homophobe. En fait, écoute, là pour moi, j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi une communauté qui a eu beaucoup plus que n'importe quelle communauté, en fait, ils veulent toujours plus. Et c'est pour ça, je dis, toi, la communauté hétérosexuelle, ils font pas un hétéro-pride. Tu vois? Écoute, on va lancer une idée. Pour moi, l'hétéro-pride, tant que on brandit, tu vois, le drapeau gay, on n'a franchement pas vraiment avancé sur beaucoup de choses. C'est d'ailleurs, je pense que c'est de là que vient le concept de complotiste, une société qui a besoin de se construire en série comme ça, des apparences, des faux semblants. C'est vraiment un mal-être terrible. Terrible. Non seulement c'est une maladie terrible, on va voir le problème avec un petit que j'apprécie énormément. Il a peut-être du talent, mais en fait, il est instrumentalisé par la presse en ce moment. C'est Bilal Hassani, en fait. Je suis passé par là.
je sais ce que je suis en train de parler. Et j'ai en train de dire que ce garçon-là, certes, il a envie d'avancer, certes, il a envie de faire des choses. Et lui, il pense, si il ne dit pas stop à certaines choses, mais en ce moment, on est en train de faire en sorte... Il ne faut pas croire que tous les jeunes personnes veulent être habillées en filles et veulent être... Tu vois, certes, la représentation est importante, mais quand la représentation, il va à l'outrance, en fait, eh bien, écoute, est-ce que... Une question, on n'est pas en train de faire en sorte qu'on regresse, en fait, et les gens deviennent plus homophobes. C'est une souffrance. C'est une souffrance. Cette régression est une souffrance. Ça met mal dans cette Et c'est dommage, parce qu'en fait, les gens qui viennent intervenir, c'est plutôt des gens... Ah ben, écoute, la presse, les médias ont déjà leur agenda. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils vont chercher la personne qui vont dire ce qu'eux, ils veulent, en fait. Si tu dis le contraire, tu deviens complotiste. Mais j'ai jamais entendu autant des gens complotistes de ma vie. Quand tu n'es pas d'accord... Maintenant, il n'y a plus... Tu es d'accord, on n'est pas d'accord. Tu peux... Tu vois... aide les gens à réfléchir. Maintenant, tu ne peux plus réfléchir. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu es complotiste, en fait. Parce que c'est beaucoup plus facile. Et c'est depuis le Covid, effectivement. Oui, justement, j'allais en venir. Bon, on fait un petit aparté, là, on dévie un petit peu, mais c'est pas grave. Le fait, voilà, comme j'avais dit, Vincent, c'est quelqu'un qui est franc, qui est honnête, qui dit les choses. Au-delà de la mode, on s'est rapproché sur des idées, on a les mêmes idées, on partage les mêmes points de vue. Cette période transitoire du Covid qu'on a vécue. C'était difficile, voilà, c'était très, très difficile. Comment tu l'as vécu, toi? Cette période, pour moi, était difficile beaucoup plus professionnellement, en fait. Parce que, en fait, je ne pouvais pas exercer ma profession, peu importe, en fait. Moi, je ne pouvais pas sortir. Dans le métier de showbiz, on passe beaucoup de temps avec les gens. Tu vois, c'est un métier où tu vas à l'encontre des gens, les gens viennent vers toi. Je ne pouvais pas, en fait. Pour moi, d'être confiné dans un appartement à Paris n'est pas la chose la plus facile à faire parce que toutes les personnes qui nous ont confinés, ils avaient des maisons secondaires qu'eux, ils pouvaient y aller. Quand tu es une famille qui ne gagne pas beaucoup et tu es une famille nombreuse dans un petit appartement à Paris, c'est pas très évident parce que moi, je pense que toutes ces choses-là n'ont pas été réfléchies. En fait, eux, ils étaient en train de suivre, tu vois, une forme de agenda. Et en fait, si aujourd'hui on devait faire ça, demain on doit faire ça. Et en fait, on suivait pas ce que se passait vraiment avec la maladie, en fait. On suivait à faire à mesure ce que, tu vois, certaines personnes dictaient, en fait. Et moi, ça me faisait chier, en fait. Moi, depuis quand tu portes un masque, tu respires, en fait. Moi, je suis désolé, vous n'allez pas me demander de manger et bouffer ma merde. Eh ben, c'est la même chose pour moi quand tu mets une masque, en fait. Parce que tu as besoin de l'oxygène. On n'a pas besoin de carbon dioxide. Comment on dit carbon dioxide? Dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Ben non. On a besoin, c'est les plantes qui ont besoin du dioxyde de carbone. Pourquoi nous, on est en train de bouffer le dioxyde de carbone, en fait? Pour moi, écoute, parce que je voulais avoir une bonne santé, je n'ai pas été malade, grâce à Dieu. Je n'ai jamais eu rien du tout. Or, je passais mon temps en train de m'occuper des amis. Tous mes amis ont eu, moi j'étais là, moi je voulais absolument à tout prix l'avoir parce que je voulais avoir des passes sanitaires comme tout le monde, hein, malheureusement. Tu vois? Mais en fait, ça ne m'a pas empêché de vivre, en fait. Non, je n'ai rien changé de ma vie, en fait. Finalement, je réalisais que tous les gens qui ont changé certaines choses de leur vie, ces gens-là, ils ont eu des traumas, tu vois, ces gens-là, écoute, ils sont tombés malades, en fait, parce que moi, je m'y attendais rien. Tu sais, quand tu n'as pas en anglais, on dit « when you don't have expectations », je n'ai pas d'attente dans rien du tout, écoute, je ne serai jamais déçu, en fait. Moi, j'ai été le bon soldat. On m'a dit « il faut rester chez toi ». Je restais chez moi. Il me dit « il faut porter un masque ». Je ne voulais pas porter un masque, je ne suis pas sortie, en fait. Écoute, tu as besoin d'une passe sanitaire pour aller travailler, pour prouver que tu as... Moi, je n'ai jamais été malade, je n'avais pas de passe sanitaire. Écoute, je ne vais pas travailler, en fait. Tu vois, pour moi, cette chose-là était beaucoup plus difficile pour moi, niveau professionnel. Mais je n'ai rien changé de ma vie. Et j'ai quand même 58 ans et je suis là et je suis toujours en très, très bonne santé. Pour moi, quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, comment les politiques sont devenus des médecins
en fait. Et quand il y a des vrais médecins et des vrais scientifiques qui sont en train de parler, personne n'écoute, en fait. Parce qu'il y en avait des vrais, en fait. Et finalement, ce qui me faisait vraiment, réellement chier, en fait, c'est, en fait, toutes les chaînes de télé, ils ont 25 personnalités. Et ces 25 personnalités, en fait, quand c'est le sport, c'est les 25 personnalités qui parlent sur le sport. Quand il y a une feu d'hiver, c'est les mêmes 25 personnalités qui donnent leur avis sur les choses. Quand c'est le Covid, c'est les mêmes 25 personnalités. Donc pour moi, il y a un moment, moi, j'ai besoin des vraies informations parce que l'opinion, tu vois, des intervenants sur la télévision, je n'ai rien à foutre. En fait, je ne vis pas par rapport à les opinions de gens. Je suis suffisamment intelligent pour formuler une opinion moi-même et de savoir ce qui est bon pour mon corps. Mon corps m'appartient, ça n'appartient à personne d'autre. D'accord. Sur cette parenthèse, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, peut-être un petit élément sur ce sujet-là. C'est vrai que c'était une période très complexe à vivre. D'un point de vue sociologique, historique, on va retenir beaucoup de choses de ce qu'on a vécu. Énormément. On a vécu. D'ailleurs, aujourd'hui, les choses commencent à émerger. Heureusement. Sur les conséquences, sur la qualité du vaccin, son efficacité, sur l'efficacité, l'attitude des laboratoires, comment financièrement, économiquement, ils se sont... Tout ce qui se passe dans le noir arrive dans la lumière à un moment. Et alors, comme on parle de la culture, de l'art et de la culture, c'est vrai que c'est une période où la culture a été mise à genoux. Et il y a eu, je crois, deux manières de vivre cette période historiquement. Il y a ceux qui disent, moi, cette assignation à résidence, finalement, elle a été pour moi, avec du recul, avec de la distance. Aujourd'hui, quand je prends de la hauteur, je m'aperçois que j'ai été très prolifique. J'ai composé, j'ai fait des choses, même enfermé. Mais c'est drôle que tu dis ça. C'est incroyable. Ah, c'est magnifique. Et tu as ceux qui disent, oui, moi, j'étais assigné à résidence, j'ai étouffé, j'ai pas pu j'avais beaucoup de mal à m'en sortir. Ah, mais je suis pas étouffé, mais il y a tous ceux qui allaient sur le balcon chez eux le soir avec leur guitare. Il y a des Français qui n'ont jamais chanté de leur vie, mais qui a ce besoin d'extérioriser ce moment difficile, qui composaient des textes sur des chansons très connues. Et jamais, je crois, la France n'a été aussi productive, aussi créative que dans cette période où on a été assigné à résidence. Je peux le déterminisme extérieur pousse souvent à une forme de survie, de résistance et d'obligation de vivre. D'ailleurs, je veux te reprendre sur ça parce que moi, quand je parle tout le temps de l'expérience parce que je l'ai vécu. Moi, je parle de vécu. Eh bien, écoute, ce moment-là était très prolifique pour moi. Prolifique, c'est ça. Prolifique pour moi aussi. Parce qu'en fait, je suis retourné à mes premiers amours, la mode. En fait. Et pendant le période, en fait, je me suis mis à crocher, en fait. Et je crochais toute une collection de vêtements que je suis en train de préparer à montrer bientôt là. Parce que le crochet est très à la mode en ce moment. J'ai utilisé ce temps pour faire autre chose, en fait. Pour moi... je me vers nous-mêmes. Bien sûr. On s'est repositionné, on s'est posé des questions. Je pense que tout le monde s'est remis en question. Financièrement parlant, ça m'a... De tout, remise en question de tout, de ta vie, de ce que tu veux faire, quelles sont les priorités, quels sont les indispensables, qu'est-ce qui est futile, pas futile, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Je pense que mais à ce moment-là, tu réalises, tu vois, finalement, on vit dans un monde de consommation et tout ce qu'on nous impose pour qu'on puisse acheter des choses comme ça, on n'en a pas besoin parce qu'on en a fait sans ces choses-là, en fait. Tout pendant le confinement, on l'a fait sans. Ça nous a appris énormément de choses. Ça m'a appris énormément de choses. Et ça m'a apporté énormément. Financièrement parlant, ça m'a vraiment bousillé. Mais, tu sais... mentalement parlant, c'était bien pour moi. Je me suis mis à lire beaucoup plus. Beaucoup des choses que j'avais mis de côté, je commençais à le faire. Je comprends. Avec la société de consommation, tu as raison. Tout à fait. Il y avait beaucoup de choses qui c'était même pas nécessaire. Revoir les priorités. Et revoir les priorités et on voyait avec le strict minimum, on peut faire beaucoup plus. Et même le monde du travail a été complètement transformé.
les habitudes de travail, le télétravail, tout ça, c'est une autre manière de travailler aujourd'hui aussi. Oui, non, mais c'est clair. C'est à partir du Covid, de l'assignation à résidence, parce que sans utiliser l'expression pompeuse, mais le capital financier, Macron l'a dit, faut pas que la France s'arrête sur le plan économique. Donc ils ont créé les conditions pour que l'économie continue à fonctionner, quitte à foutre les gens chez eux. Et c'est vrai que ça a créé une nouvelle forme de travail, d'emploi, de concept de travail d'emploi. Il y a des positifs, il y a des négatifs, en fait. Mais par contre, ce que moi, je suis très en colère, quand même, on a fait des campagnes de publicité, de bombardement, tu vois, pour que les gens prennent le vaccin. Mais par contre, tu vois, les effets indésirables, en fait, il y en a beaucoup. Et les gens tombent comme de la mouche, en fait. Mais par contre, tout ça passe sous le radar. Personne n'en parle, en fait. Absolument. Et on a voulu faire passer tous ceux qui ont résisté contre ce vaccin un peu inconnu qui débarque comme ça en l'espace de 2 mois. Comment tu peux diaboliser quelqu'un comme Guy Montagnier? Oui, voilà, excusez-moi. Mais à ce moment-là, je savais qu'il y avait un problème. Quelle honte. Quelle honte. Un des plus grands scientifiques du monde. On l'a boycotté, on lui a mis un bout un ballon sur la bouche. Et tous les scientifiques, alors qu'ils n'étaient pas en train de développer un discours anti-vaccin. Non, ils donnaient leur avis en particulier. Il est passé par là, il sait de quoi il parle. Et ça se tout le travail, le monsieur est quand même un prix Nobel, en fait. Que le monsieur, il meurt personne n'a pratiquement jamais rien dit sur la mort de ce monsieur-là. Mais quand même, vous vous rendez compte? C'est une honte, en fait. C'est honteux. On a fêté l'anniversaire de sa mort il y a une semaine, je crois, 10 jours. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'en parle. J'ai fait une page comme ça dans le... J'ai dit honte à tous ceux j'ai fait en gros plan sur les réseaux. Moi, je me suis déplacée à son enterrement. Ouais, tu y étais? Oui, bien sûr, j'y étais. C'était important. C'est quelqu'un de grand, quand même. Donc, oui, absolument. Voilà. Mais de toute façon, tu sais, j'ai utilisé ce temps-là pour... c'était beaucoup d'introspection, c'est ça, beaucoup, mais aussi beaucoup de self-development. Pour moi, c'était important aussi. Et je retourne à quelque chose que j'aimais beaucoup, qui était la mode, en fait. Et pour le moment, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de l'aide parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent, parce que la mode, ça va tellement vite. Une mannequin, elle pouvait avoir une métier, tu vois, de 20 ans. Maintenant, la vie d'une mannequin, c'est 2-3 ans, en fait. Et maintenant, on cherche des new faces tout le temps. Maintenant, tu vois, les filles, elles sont pas prêtes. Elles sont très jeunes. Elles ont besoin des gens pour les coacher, des choses comme ça. Moi, je me mets à coacher des mannequins. Je me mets à faire le DA pour les jeunes créateurs. Tu vois, ça, c'est bien. Tard. Parce que bon, comme on a beaucoup de biais, mais il y a quand même quelques sujets de... Mais c'est important. Mais on va en parler de ton coaching. Mais il y a tellement de choses à dire. On pourrait lui demander l'émission te porte, quel est son plus beau souvenir et quel est son plus mauvais souvenir. Mais ça va arriver, mais laissez-moi développer. J'ai quand même une liste de questions. Pardon, excuse-moi. Ça va arriver. Du coup, tu as pris la parole, cher... C'est mon ami Christophe, qui est un très bon réalisateur, en fait, qui a une blog culinaire, qui fait que des pâtisseries que j'adore, en fait, mais aussi, c'est un bon photographe, en fait. Voilà. Super. Et justement, en fait, je vais développer par rapport au Covid, parce que moi, j'ai commencé mon activité, je fais des réalisations vidéo. Oui. Effectivement, l'activité artistique s'arrêtant pour tout le monde, et j'ai développé, je suis un peu hyperactif, donc j'ai voulu continuer à développer des créations artistiques. Comme j'aimais la cuisine, je me suis mis à développer des vidéos de recettes de cuisine. J'ai vu. Et du coup, pourquoi la cuisine en particulier? Parce que je suis Il a une dent sucrée. Ah, t'es un gourmand. Et donc voilà, le Covid m'a permis de développer une autre activité finalement que je continue encore aujourd'hui. D'accord. Et d'ailleurs où Vincent a participé, effectivement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, parce que c'était formidable, parce qu'il m'a demandé de cuisiner 2 plats. On en a fait 3. Pour l'instant, il y a une seule vidéo. Donc j'en profite. Donc ça s'appelle La Minute Quiz. C'est super, il faut le suivre. Sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, ou aussi un site internet qui s'appelle laminutequiz.fr. Super. Et du coup, ce que vous ne savez pas, c'est que Vincent est un très bon cuisinier. Je confirme. Oui, tu le sais, c'est normal. Il a participé d'ailleurs
Dîner presque parfait, en fait. Oui, mais vous savez, c'est une émission qui fait mais beaucoup d'audimat et c'est une émission que moi, je pense le public français aime, en fait, parce qu'il n'y a pas que des personnalités, il y a beaucoup de lambda qui viennent partager leurs recettes de cuisine. Mais on m'a demandé plusieurs fois de le faire et j'ai toujours refusé. Et soudainement, l'année dernière, on m'a proposé de le faire et je le fais juste pour le fun. Et je savais pas que j'allais gagner, en fait. Voilà, je gagnais, en fait. J'attends le battle avec les autres personnalités. On va voir encore qui je vais laminer. J'adore. Et nous, tu nous as fait un beau cadeau parce que tu es venu à l'école, au campus des maquilleurs, pour faire une petite vidéo, justement, sur... Oui, parce que en fait, j'ai été très touchée. Je voulais te remercier. La chance que nous avons, nous, les personnalités, on nous donne une plateforme parce qu'on est connus, en fait. Et le chose, c'est autour de nous, il y a quand même pas mal des personnes qui sont aussi très talentueux, mais eux, ils n'ont pas eu la possibilité ou la chance que nous avons eue. Si moi, je peux partager cette plateforme avec ces personnes-là, je le fais gracieusement. Je n'ai aucun problème avec ça. Parce que je pense, c'est au lieu de mourir avec ce que tu as en pensant. Ma grand-mère m'a toujours dit, tu vois, ce que tu donnes revient vers toi. Mais si tu donnes rien du tout, écoute, tu vas pas avancer, en fait. Rien ne revient vers toi. Exactement. Il faut donner. moi, quand j'ai la possibilité, comme par exemple le travail que je fais avec les jeunes créateurs, le travail que je fais avec les mannequins, quand je vois qu'il y a des personnes qui sont en détresse et moi, j'ai la possibilité de faire quelque chose, je le ferai. Ouais, tu es très investi auprès des personnes, c'est ce qui fait Exactement. ta qualité. Mais par contre, je suis beaucoup plus investi sur tout ce qui est des enfants abusés sexuellement et les femmes battues, en fait. Tu as créé une association, les problèmes. Non, j'ai pas créé. Beaucoup de gens disent que je crée une association. Je n'ai pas créé une association. C'est en fait, quand on est rentré dans la ferme, on devait jouer pour des associations. Je jouais pour une association. Écoute, l'argent, il va à l'association. Ce que l'association fait avec, écoute, mon travail, c'était juste pour jouer, pour donner. Quand je donnais, après, une fois, tu vois. Mais l'association, c'est une association qui vient à l'aide des enfants battus ou des enfants abusés, des choses peu importe. Lynn Renaud m'a appris une chose qui est vraiment, vraiment super intéressante. Elle dit, quand vous êtes une personnalité, vous avez une voix, vous avez une visibilité et vous devez donner ça à quelque chose. Elle a dit, par contre, beaucoup de personnalités, tu leur vois en train de donner leur image ou leur visibilité à plusieurs associations. Elle a dit, non, vous devez choisir une et donner tout ce que tu as à une, parce qu'en fait, vous n'êtes pas crédible quand vous êtes en train de donner à une dizaine d'associations. Oui. Tu vois? Bien sûr. Pour moi, je peux te poser cette question parce que j'ai vu finalement, c'est ça fait partie de ta bio, ta première association où il y a les enfants qui ont subi des violences. Tu t'es beaucoup investi. Tu as quitté cette association parce que lorsque tu as appris qu'elle aidait aussi des prédateurs, des prédateurs sexuels. Parce qu'en fait, quand moi, on m'a appelé pour faire cette émission, il n'y a pas très longtemps avant que je rentrais dedans. J'avais pas le temps de chercher. Tout ce que je savais, c'est moi, j'étais abusée sexuellement quand j'étais un enfant et je voulais aider une association par rapport à ça. Moi, je rencontrais une dame qui est venue vers moi d'ailleurs et quand elle est venue vers moi, écoute, elle m'a parlé de son association qui aidait des gamins. Moi, je rentrais dans l'émission. Quand j'ai rentré dans l'émission, écoute, moi, je me suis battue pour cette chose. Mais plus tard, j'ai appris que cette dame-là, non seulement elle donnait une écoute aux enfants, mais elle donnait une écoute aussi à la personne qui l'a abusée. Et moi, pour moi, non. C'est moi, on m'avait parlé des enfants abusés. On m'a pas parlé de les abuseurs, en fait. Tu vois, une association qui fait le deux, j'arrive pas à savoir comment les deux peuvent cohabiter, en fait. Tu te rends compte? Toi, tu es en train d'aider un enfant abusé sexuellement parlant. L'enfant, il vient pour avoir de l'aide et il est en train de croiser la personne qui vient de lui abuser. Pour moi, c'est le monde à l'envers, en fait. Pour moi, à ce moment-là, je dis stop. Non, je n'ai pas envie d'en faire partie de ça, en fait. Voilà. C'est compréhensible. Du coup, là, on découvre le Vincent McDoom dans la télévision avec cette fameuse émission que tout le monde connaît. C'est pour ça que tu as fait... que
que le grand public te connaît, La Ferme Célébrité. Oui, c'est une émission qui a été populaire parce qu'il était sur le premier chaîne de France, la première chaîne d'Europe, avec une grande visibilité. Parce que je me rappelle que c'est une émission, aucune émission n'a jamais fait ça. Après La Ferme, en fait. C'est une émission, c'était la première émission comme ça, de son genre-là. C'est une émission qui faisait 8 millions de téléspectateurs en Access Prime. Et en Prime, on faisait 12 millions de téléspectateurs. Aucune émission a fait ça. Mais aussi, c'est une émission qui a été suivie sous le net en continu, en fait. Aucune émission a eu ça après ça. Et après La Ferme, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu toutes les chaînes câblées qui sont arrivées sous le TNT est arrivé, finalement, toutes les chaînes ont pioché et finalement, maintenant, quand je vois des émissions qui font 800 000 téléspectateurs, on dit que c'est une émission qui marche, moi, je rigole énormément quand je vois Jean-Marc Morandini qui est en train de dire que lui, il fait une bonne score de Numat avec 300 000 personnes, ou 400 000 personnes, c'est rien du tout, en fait, tu vois, pour moi, voilà, tu vois. Bon, écoute, les choses ont avancé, les choses ont changé, il faut évoluer avec. Bien sûr, on est d'accord. Mais c'est pas toutes les évolutions qui sont bonnes, malheureusement. Tu as fait La Ferme Célébrité. Moi, j'ai pris un petit passage, j'ai cherché beaucoup. Non, s'il te plaît, j'ai très peu trouvé de choses, je t'avoue. Pas celui avec la vache. Ben si, malheureusement, c'est le seul qu'il y a. Mais c'est le seul qu'il y a sur Internet. Je n'ai pas trouvé. C'est horrible. Mais bon, la vache qui pisse. Voilà. Bon, vas-y, allez, on y va. Crois-moi. Je sais, je fais de bon travail ici, je n'ai plus rien à prouver. Mais à ce stade de jeu, pourquoi moi et pourquoi pas un autre? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? S'il vous plaît, donnez-moi une réponse avant la fin de la journée. Avant 1 heure, s'il vous plaît. Avant 1 heure. S'il vous plaît. Je ne me plains pas. Et toujours est-il, il manque quelque chose. Célèbre, qu'est-ce que tu fais là? Peut-être c'est la signe. Oh, c'est mignon. Et pas dans l'eau quand même. Tu fais pipi dans l'eau? Bon, bah, ça c'était. Oui, c'était. Non, mais tout le monde passe cette chose-là. J'en ai tellement vu ça. Mais en fait, l'anecdote, en fait, c'est la semaine que j'allais sortir, en fait, et je voulais vraiment sortir. J'étais sous le rotule, je pouvais plus, en fait. Et moi, je suis quelqu'un qui croit dans les signes, en fait, et je crois en Dieu. En fait, je crois pas dans les religions. Pour moi, les religions sont des sectes. Mais je crois en Dieu et je crois dans la spiritualité. La relation que tu peux avoir avec Dieu, tu n'as pas besoin de s'engloutiner tous dans un endroit pour l'avoir, en fait. Et pour moi, je priais à ce moment-là et je disais, j'ai besoin d'une signe parce que j'ai vraiment envie de partir. Et ce petit veau, en fait, vous avez vu qu'il venait dans l'étang pour faire pipi. En fait, ce petit veau, lui, il était très, très sauvage. Il venait jamais vers les gens. Et pour la première fois, il est venu vers moi. Il a fait pipi dans l'eau. Et tous les autres, ils sont partis doucher dans le bain dedans. C'était drôle, en fait. Mais, ça vous fait rigoler, ça me fait rigoler toujours maintenant. Il est venu me dire au revoir, le petit veau. Le petit veau, il est venu me dire au revoir. Et il a fini avec casserole ou pas? Hein? Il a fini avec casserole ou pas? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je suis partie. Donc, du coup, Vincent, à la télé... ça m'a rendu vraiment populaire. Oui, je sais, c'est vraiment l'émission qui a marqué le public. Quand les gens parlent des émissions de télé-réalité, écoute, les gens disent Vincent Macdoum, les gens disent Evangélie, les gens disent Loana, les gens disent Massimo Gardia, en fait. Mais il y a beaucoup de gens que les gens ne se rappellent même plus qu'ils ont fait. Et aussi, mais à l'époque, la télé-réalité, c'était intéressant, en fait, parce que c'était bucolique, c'était drôle, c'était
comment il s'appelle? C'était très émouvant, c'était nouveau, mais aussi, même les producteurs ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer. Parce que eux, en fait, on vivait notre vie, ils prenaient ce qu'on faisait et après, ils faisaient des montages avec. Mais maintenant, les jeunes arrivent avec le télépoubelle qu'on voit comme télé-réalité en ce moment. Les jeunes arrivent déjà, ils connaissent le mécanisme. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus rien. Liberté. Oui. Et en fait, maintenant, c'est celui qui est le plus à poil, celui le plus vulgaire, en fait. Mais la plupart des personnes qui font ces choses des téléréalités maintenant, ils rentrent dans la télé-réalité pas simplement parce qu'ils veulent entertain le public, en fait. C'est tout simplement, ils veulent tous devenir des influenceurs. Ils veulent tous devenir des influenceurs parce qu'ils veulent vendre des produits et ils veulent tous, tu vois, déménager à Dubaï, en fait. On la voit déjà, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Quel dommage. Changé. La France vous donne autant et finalement, autant, au lieu de redonner à la France ce que la France vous donne, eh bien, écoute, vous partez et vous méprisez la France. Je suis d'accord. Mais je voulais justement te demander ta vision des nouvelles. Voilà ma vision. Voilà, super. Du coup, après, tu as fait aussi la télé-réalité France Next Top Model sur M6. Ah oui, moi je me rappelle à l'époque, je regardais, tu vois, une émission qui s'appelle Next Top Model. Et Next Top Model, parce que je connais la fille qui est la fondatrice de cette émission qui s'appelle Tyra Banks, parce que je me rappelle que je travaillais à la mode à l'époque quand elle débutait en fait. Mais quand elle a eu tous ces problèmes avec Naomi Campbell, des choses comme ça, parce que Naomi Campbell voulait être le seul mannequin noir sous le podium, et cette fille, eh ben, écoute, elle a décidé de faire quelque chose d'autre. Et elle a eu cette idée magnifique, en fait. Et finalement, le franchise commence à se vendre, tu vois, dans le monde entier. Et M6 m'a demandé de faire le franchise en France. J'ai eu la chance, j'ai fait le franchise aussi belge. Oui, tu en as fait beaucoup. Franchise polonais et le franchise russe, d'ailleurs, que je travaillais à côté d'une grande mannequin d'aujourd'hui qui s'appelle Irina Shayk. En fait. So, moi, j'ai eu la chance aussi. C'est toujours dans la pédagogie, en fait, c'est d'apprendre et donner une chance à quelqu'un d'autre de faire un métier que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. So, moi, je prends beaucoup de plaisir à voir une autre personne en train de faire le même métier. Et voilà, je vis pour ça, en fait, j'aime ça. D'ailleurs, quand on sort, enfin, de temps en temps, quand on sort dîner, qu'on est dans la rue, tu es toujours assis à une table et tu regardes toujours c'est un défaut de métier, en fait. Tout le temps. C'est un défaut de métier. On est assis, tu regardes tout le monde. Et vraiment, oui, c'est la déformation professionnelle. Avec Vincent, quand on est assis à une table, c'est décortiquer tous les looks des personnes. Ah, il est bien habillé. Oh, j'aime beaucoup ça j'aime. Mais aussi j'ai l'œil, tu vois, très aiguisé. Et je sais c'est que les agences de mannequins cherchent, en fait. Et moi, j'en ai fait beaucoup de casting pour des créateurs. J'en ai fait beaucoup de casting pour des manifestations. Et je sais ce que les agences cherchent. So, moi, quand je vois, je suis en voiture de temps en temps avec mon ami Emilio, qui est là aussi. Et lui, les photographe de mode, quand je suis en voiture avec lui, on est en train de passer, je vois une mannequin, je dis Emilio, arrêtez, il faut aller chercher le mannequin. Et en fait, j'ai essayé d'aiguiller la jeune et je demandais à la jeune, écoute, est-ce que vous voulez être mannequin? Et j'ai essayé d'aiguiller la jeune vers des agences. Et je suis très fière parce que beaucoup de personnes que je travaillais avec sont devenues des top modèles maintenant et on les voit, tu vois, dans la presse en ce moment. So, je suis très content, en fait. Et toi, c'est quoi ton modèle idéal? Enfin, c'était ta référence de modèle à l'époque, c'était qui? Ma référence de modèle idéal n'a rien à voir avec quelqu'un de la mode, en fait. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je regardais une série télévisée que j'aimais beaucoup qui s'appelle Dynasty et je regardais une femme, elle avait une pouvoir, elle était d'une méchanceté, mais pas possible, mais elle avait une pouvoir, elle avait une beauté, elle était bien habillée. Moi, je disais, waouh, une femme qui arrive à dominer les hommes, une femme qui est très élégante, mais une femme qui veut, quand elle veut quelque chose. Et moi, je disais, la place d'une femme n'est pas tout simplement d'être à la maison, en fait. La femme, elle peut avoir de pouvoir. Elle peut, même si elle n'est pas bâtie comme un homme, elle n'a pas la force d'un homme, mais elle a la force, elle n'a pas la force physique d'un homme, mais elle a la force psychologique, elle a la force mentale d'un homme et elle peut faire un peu plus. Et moi, je toujours dis, peut-être si
les femmes avaient plus de place dans les gouvernements actuels et les femmes dirigées, peut-être une femme comprend un peu mieux ce que le peuple veut, parce on est quand même, il faut le dire, on est dirigé quand même la plupart du temps par des vieils hommes blancs qui est en train de diriger le monde, malheureusement. Et c'est tout le temps la même chose. Marilyn Monroe disait sur un commentaire, le mouvement féministe qui disait on voudrait être l'égal des hommes. Marilyn Monroe, tu peux pas être. Marilyn Monroe répondait ça manque d'ambition. Ouais, tu peux pas être parce que beau, moi je pense il faut essayer de dépasser, il faut aller plus loin. Je pense que tu vois une femme quand elle veut faire quelque chose, elle peut le faire. Je n'aime pas quand on dit à la femme tu ne peux pas. Moi j'adore quand on me dit je ne peux pas, moi je vais prouver que je peux le faire. Mais par contre, tu vois cette espèce de mouvement féministe qui est en train de émasculer les hommes maintenant, on a l'impression on est en train de vivre dans un monde où les femmes veulent absolument vivre dans un monde où il n'y a pas d'hommes, en fait. Ils veulent que les hommes pour une chose, pour faire des enfants. Et après ça, écoute, on n'a plus besoin de vous. Et moi, je trouve que les deux sexes ont besoin l'un à l'autre pour avancer. Et la femme n'aura jamais la chose physique d'un homme, la force physique, la force et carré physique. Oui, il y a des différences, bien sûr. Oui, bien sûr, et la différence est importante, en fait. C'est la différence qui fait en sorte que nous, on avance, en fait. Mais si tout le monde était uniforme, tout le monde était pareil, comment c'est ennuyeux, ce monde, il y a eu la guerre des classes, il y a toujours la guerre des classes, et maintenant la guerre des sexes. C'est un peu dommage, parce qu'il n'y a pas de besoin, parce qu'en fait, une complimente l'autre, en fait. Et moi, je regardais quelque chose qui m'a quand même un peu fait, qui m'a choqué en fait, et c'est là tu vois que le mouvement féministe en fait c'est une lobby qui est quand même qui devienne un peu la propagande en fait. J'ai vu le couverture de la magazine Vogue pour le mois de mars de l'Angleterre, et tu vois Rihanna qui est en avant, elle est plus, la photo est plus gros, et il y a son mec, je me rappelle plus son nom, et c'est lui qui porte l'enfant, et c'est lui, il est habillé presque féminisé, des choses comme ça, et j'ai l'impression qu'on est tout en train de basculer en fait, parce que le lobby gay ou le lobby féministe est en train de faire en sorte que tous sont en train de partir en couille. C'est ce que tu soulignais tout à l'heure quand tu as évoqué la société de consommation, elle nivelle vers le bas. On va vers une espèce d'uniformisation des expressions, alors que le sexe devient aussi complètement uniforme, qu'il n'y a plus aucune distinction. Mais c'est le système qui veut ça en fait. C'est le système qui veut ça en fait. Parce que le système veulent affaiblir l'homme, tu vois, parce que en fait certains hommes veulent rester en pouvoir. En fait, ils pensent en donnant plus, tu vois, au patriarcat. Vous l'avez dit. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de matriarcat quand tu as parlé de ta mère. Mais ça existe. Ça existe. Ta grand-mère ou ta mère qui était... Ta grand-mère. Tu as parlé de matriarcat, j'ai bien entendu. Tout à fait. Du coup, toi, quelles sont les qualités que un mannequin doit avoir pour, si nos éditeurs et nos auditrices veulent se lancer dans l'aventure, pour toi, c'est quoi les qualités impératives? Vous savez, tous les métiers ont des critères, en fait. Et c'est comme par hasard, en fait, on veut déranger le critère dans tous les métiers, en fait. Moi, je suis navré, en fait. Si tu es mannequin, en fait, tu rentres dans l'univers d'un créateur, en fait. Et l'univers du créateur, c'est pour faire rêver, en fait. Et ce qu'on fait, c'est les matières premières pour faire la mode sont très chères, en fait. Si on fait le vêtement que pour des mannequins qui sont énormes, tu te rends compte, le prix de la collection, ça va être cher, en fait. Sauf si c'est un parti pris, en fait, que toi, tu fais parce qu'il y a des stylistes pour des femmes fortes, en fait. Mais aussi, je pense que c'est nécessaire, tu vois, de trouver la diversité dans la mode. Pour moi, il faut des Asiatiques, il faut des Noirs, il faut des Arabes, il faut tous les races. Exactement, c'est important. Et il faut cultiver aussi, tu vois, les différentes physique, en fait. Mais malheureusement, je suis navré. Quand quelqu'un est très petit,
Ça passe pas. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que dans la maison de couture, il y a une mannequin qui s'appelle la mannequin cabine. La mannequin cabine, tous les vêtements sont faits sous elle, en fait. Tous les vêtements sont faits sous elle. Et une fois le défilé, 1 semaine ou 2 semaines avant le défilé, on va faire une casting. Et le casting qu'on va faire, c'est tous les vêtements qui ont été faits sous une fille doivent aller sous toutes les autres filles. Sauf si le créateur a décidé, eh ben, écoute, dans mon histoire cette année, eh ben, il y a une personne forte. Exactement. Et la personne décide de faire un vêtement pour cette personne-là et cette personne-là. Et moi, je pense que c'est important. Mais par contre, moi, je pense il faut respecter le critère. Et le critère, c'est pour être mannequin, il faut avoir le taille minimum. En fait, c'est 1m75 pour les filles. T'as cassé mon rêve de devenir mannequin. Et pour les garçons, c'est 1m80. 3, non? Non, 84. 4. Tu vois, c'est pour un garçon. Mais par contre, les créateurs peuvent avoir des coups de cœur. Comme les créateurs ont eu de coups de cœur pour Kate Moss qui fait 1m70 en fait. Ça peut arriver en fait. Ça peut arriver. Toute mes chances, merci. Ça peut arriver. Tu lui as redonné de l'espoir. Pour moi, il faut avoir les critères. Quand tu décides, tu as envie de faire un métier, il faut d'abord savoir si tu as le critère. Il y a beaucoup de gens qui pensent parce qu'eux, ils ont beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, ils peuvent être mannequins. Ben non, moi je suis navré, en fait. C'est trop facile, tu vois, d'être... Parce que la plupart des gens qui sont des mannequins comment ils s'appellent? Des mannequins de réseaux sociaux, en fait, ils vendent quoi? La plupart du temps, ils ne vendent pas de vêtements, en fait. La plupart du temps, ils sont à poil, en fait. Ça, quand tu es à poil et tu montes un bout de sang, un bout de fesse, un bout de choses, forcément, tu vas avoir beaucoup plus de gens. Parce que la plupart des gens qui t'appellent ou qui veulent parler avec toi, eh ben, écoute, tu as que des messages sexuels, en fait. C'est hyper sexualisé, en fait. Mais quand tu réalises, finalement, j'ai des amis qui travaillent dans le milieu de la mode et ils cassent la personne sous les réseaux sociaux. Par exemple, moi, je faisais un défilé de mode pour plusieurs créateurs et je voulais absolument à tout prix avoir une fille asiatique parce qu'on n'arrivait pas à avoir des filles asiatiques qui venaient, en fait. Et la plupart des mannequins asiatiques sont des Asiatiques qui vivent dans leur pays et elles sont en train de bouger. Mais malheureusement, pour les jeunes créateurs, c'est pratiquement inaccessible. Et nous, on a vu 2 jours avant le défilé une jolie mannequin, mais vraiment, vraiment jolie. En fait, et je dis, mais excusez-moi, Emilio, moi je la trouve vraiment, vraiment super jolie. Est-ce que toi, tu peux la faire venir pour moi? Tu vois, le lendemain, parce qu'on est en train de faire les essayages sur les mannequins. Et le lendemain est arrivé. Et moi, je suis en train de faire les essayages. Et quand je vois en train de faire les essayages, je vois une dame asiatique qui est arrivée. Et moi, je dis à Emilio, mais Emilio, c'est pas encore le moment de nettoyer l'atelier, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut voir? Qu'est-ce qu'elle veut, en fait? Et la fille, elle dit, mais vous m'avez demandé de venir pour faire des essayages. Je dis, ah bon? Nous avons fait venir. Je dis, mais excusez-moi, mais mademoiselle, oui, je sais que je demandais à une jeune femme asiatique. Elle me dit, ah ben c'est moi. En fait, elle s'est photoshopée, elle s'est affinée la taille, elle est la taille d'une bobine film. Je dis, mais mademoiselle, il y a un problème, en fait. Parce que vous êtes en train de vendre de rêves et quand vous venez vraiment pour le travail, ah ben écoute, et il faut faire très attention quand on est en train de faire des castings, surtout sur les réseaux sociaux, parce que les gens vendent de l'or et finalement, les gens vendent de diamants. Finalement, tu vois que c'est des cubic zirconias. C'est pas vraiment les diamants, en fait. Donc, il faut faire très attention à ces genres de choses-là. D'accord. Est-ce que tu as été toi-même mannequin? Tu as défilé? Je travaillais avec, j'ai été mannequin, je travaillais avec des grands mannequins connus, je formais des mannequins. En fait, une des mannequins que je formais, qui est en train de faire une belle métier en ce moment, je suis très content, c'est une fille qui s'appelle Rigi, en fait. Une autre fille qui s'appelle, comment elle s'appelle encore? Kylie, en fait. Une autre fille qui s'appelle Brittany. Moi, il y a beaucoup de ces mannequins à l'époque, quand Naomi Lenoir, elle est venue me voir
fois, elle débutait, en fait. Et moi, je dis, mais il faut absolument aller voir si. Et quand je vois le parcours de Naomi Lenoir, je suis très fière de ces filles-là. Bon, écoute, j'ai eu la chance parce que j'ai fréquenté des personnes comme Carla Bruni, je le connais. J'ai fréquenté Katusha, paix à son âme, était une très bonne copine à moi. Je travaillais avec elle et je fréquentais le milieu de la mode. Je connais. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien du tout de la mode. Tu ne peux pas improviser un métier, en fait. Et malheureusement, on voit que ça en ce moment, et le pire en ce moment, c'est des plateformes, 10 plateformes de mode qui ne connaissent rien du tout. En fait, c'est des commerciales qui ont compris qu'il y a de l'argent à prendre et eux, ils sont en train de... il y a le miroir aux alouettes, fait croire aux créateurs qu'eux, ils vont faire, on fait croire à des stylistes, on fait croire à des mannequins, ils vont y arriver. Ben non, vous n'êtes pas des professionnels, vous êtes là, vous voulez prendre de l'argent, mais finalement, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de vente, il n'y a rien, en fait. Il faut que les jeunes stylistes, les jeunes mannequins fassent très attention à des dites plateformes qui se greffent sous le Fashion Week parisienne et se dit Fashion Week Paris. Oui, non, il faut faire très attention et il y en a beaucoup plus en ce moment. Donc tu fais du coaching très régulièrement avec Emilio justement. Moi j'aime ça parce que en fait, moi, comme je te dis, tu vois, moi je vois qu'il y a de potentiel et quand il y a de potentiel, il faut leur donner les armes pour qu'eux, ils puissent arriver. Peut-être moi, si on m'avait donné mes armes plus tôt, j'aurais été beaucoup plus loin, en fait. Peut-être si je n'étais pas un garçon efféminé et comme je suis et tellement honnête, parce que tu sais, l'honnêteté en ce moment, tu es complotiste, il ne faut pas oublier. Moi, je suis tellement honnête, eh ben écoute, ma bouche, peut-être à cause de ça, peut-être je pouvais être beaucoup plus loin, mais peut-être ça m'a fermé des portes parce que je suis trop honnête, parce que je suis noire et je suis efféminée, en fait. C'est un peu dommage parce que je vois d'autres personnes en train de le faire, mais parce qu'eux, ils sont soumis. En fait. Mais à mon âge, je ne vais pas je peux pas être soumis tout simplement parce que les gens veulent que pas parce que je faim, je vais être soumis à quelque chose que je sais qui est moralement incorrect. Tu vois, je vais pas le faire. En fait. Tout ce qui est les émissions de coaching. Il y en a des émissions de coaching qui sont intéressantes. Tu regardes pas. Il y en a, je ne regarde pas en fait. Je ne regarde pas. Parce que, en fait, pour moi, toutes ces émissions de coaching, en fait, j'ai l'impression, c'est des gens qui ont raté leur métier, tu vois, qui n'ont jamais atteint ce qu'eux, ils voulaient attendre. Eh ben, écoute, ils décident je ne sais pas quoi, revenir en coach, mais il faut faire très attention à ces choses-là, en fait. Il faut faire vraiment, vraiment très attention. Parce que, tu sais, moi, quand je prends un coach, le coach, c'est important de faire la publicité, mais en fait, des coachs télévisés, il faut faire attention à des coachs télévisés. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier avant tout, ils ne sont pas là pour coacher, ils sont là pour faire de la télévision. Oui, d'accord. Tout petit dernier point. Donc, on a vu ta carrière à la télévision, ton parcours de mode, ton coaching. Et puis, tu as été acteur. Donc, on va finir là-dessus. Tu as fait quelques petits... tu es acteur, comédien. Oui. Tu as joué dans quelques films, dans 2 films. J'ai eu la chance, j'ai eu dans un film qui s'appelle Paris selon Moussa avec Cheikh Doucouré, qui a gagné beaucoup de prix. J'ai eu la chance aussi de travailler tu vois, avec des personnes très professionnelles. J'ai appris beaucoup avec ces personnes-là. Dans un autre film qui s'appelle Kickback, j'ai eu la chance, oui, c'est quand on a fait la montée de marche à Cannes. J'ai eu la chance, le 2 films étaient présentés à Cannes. Quand je vois, tu vois, ces pseudo-vedettes, tu vois, qui sont tous en train de engloutiner sous Cannes parce qu'ils veulent absolument se faire voir. Eh ben, écoute, moi, quand je suis à Cannes, c'est parce que j'ai quelque chose à offrir. Pas parce que j'ai envie, tout simplement, d'écumer les soirées. Tu vois, là-bas, il faut y être là-bas pour une chose. Mais j'ai eu la chance de faire ces 2 films et j'ai toujours émis le souhait de vouloir faire plus de cinéma ou de jouer dans des séries télévisées, avoir un rôle récurrent parce qu'on le voit à quel point dans
dans les séries télévisées américaines. Regarde Laverne Cox, elle est devenue quand même une grande vedette en ce moment. On regarde Dame Edna, tu vois, en Angleterre. On regarde toutes ces choses-là. Mais en France, nous sommes 25 ans en arrière et on n'arrive pas. Et chaque fois, on donne un rôle à une personne comme moi, eh ben, il faut jouer, tu vois, le travesti prostitué dans le bois de Boulogne, en fait. Et ça, c'est un peu agaçant. Et moi, je refusais beaucoup de rôles à cause de ça, en fait. Je me rappelle, j'ai eu la chance, tu vois, de faire connaissance avec quelqu'un que j'adore énormément, qui s'appelle Bernard Tapie, paix à son âme. Et Bernard, il jouait dans Commissaire Valence, en fait. Et il y a eu un rôle, tu vois, dans Commissaire Valence. Et lui, Monsieur Tapie, voulait que c'est moi qui joue le rôle. Quand il m'a envoyé le script de l'épisode, moi, je disais, Monsieur Tapie, il faut absolument que je vous voie pour vous expliquer pourquoi, en fait. Et je lui ai expliqué, si moi, j'accepte le rôle, on va me donner que ça à jouer. Avant tout, comme je vous ai dit, je suis un homme. Si je dois jouer un homme, eh ben, je vais faire le nécessaire, je vais couper les cheveux, je vais prendre un coach pour apprendre les manières et des choses comme ça. Parce que les Américains, ils travaillent comme ça. Ils prennent des coachs pour leur préparer. Tu prépares une film. C'est pas, eh ben, écoute, on vous donne le script, tu apprends les textes et tu viens sur le plateau. C'est pas comme ça. Tu dois préparer, tu vois. Et ça manque en France. Et moi, je pense qu'il y a des rôles la diversité en France, ça manque. C'est un peu dommage, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé la communauté arabe qui est dans le milieu de le showbiz. Ils ont compris, ils ont pris leur place, tu vois, dans l'audiovisuel français et tout ce qui est cinéma français. Mais les blacks, ça rame toujours parce qu'on vous donne des rôles. Tu dois jouer le boniche ou tu dois jouer le racaille. J'étais outré, moi. J'ai vu quelque chose qui était magnifique. C'est un spectacle magnifique qui s'appelle... comment il s'appelle oh, non, je ne me rappelle plus le nom. Le spectacle de France Gall et... Starmania, le nouveau. Le nouveau. Je suis allé voir le Starmania, qui est un spectacle, mais formidable, mais vraiment, vraiment formidable. Et quand je suis allé, moi, le décor est magnifique. Mais par contre, comme par hasard, en fait, la société a changé. Tu vois, nous sommes évolués, en fait. Eh ben, écoute, on a fait le casting et en faisant le casting, on a essayé de trouver les copies de ce qui était avant. En fait, on n'a pas cherché à savoir que la communauté a changé et la société a changé et il faut quand même changer qu'est-ce qui se passe. Et là, il y a une chanson qui dit ne m'appelle pas madame, je suis une travestie. Je suis navré. C'est tout juste pas crédible, en fait. Si tu es en train de chanter une chanson comme ça, vous vous rendez compte, moi, je suis allé voir un spectacle qui s'appelle La Folle Illusion. J'ai vu des mecs, des garçons, pas des travestis, c'est des garçons qui sont habillés en femmes et qui ont fait une spectacle. J'ai jamais vu quelque chose comme ça en France. Et ces personnes-là chantent du cœur. Ces personnes-là ne faisaient pas de playback. Ils chantaient, ces personnes-là. Chantaient vraiment. Tu vois, avec Leona Winter, tu vois, qui chantait. Elle a une voix incroyable. Quand tu le vois, mais excusez-moi, et Golda Shawa, qui vient de jouer dans un film. Et c'est dommage qu'on ne cherche pas à intégrer ces personnes-là dans des films et dans des choses comme ça. Eh ben, écoute, parce que ces personnes-là, ils font des spectacles de travestis, eh ben, écoute, il faut leur donner des choses de travestis. Et malheureusement, en France, qu'est-ce qu'on a? On a des familles de production, en fait. Ah ben, il y a la famille de comment il s'appelle encore? Celui qui est dans le ch'ti. Danny Boone, il y a la famille Danny Boone, il y a la famille ci, et eux, ils travaillent en famille. Et eux, au lieu de faire des castings qui est la personne est bon pour le rôle, ils vont prendre un ami à eux. Au lieu de prendre un ami à toi, prendre quelqu'un qui est vraiment bon pour le rôle. Mais parce que leur ami n'a pas de boulot, ils vont faire travailler leur ami, mais leur ami n'est pas bon. On l'a vu, le bide que Astérix et Obélix, le nouveau, il fait maintenant. Il y a une personne qui joue bien dedans. Tout le reste n'est pas bon, en fait. On a fait toute une publicité autour, mais quand tu vois le film, tu es déçu, en fait. Parce que tu dis, finalement, au lieu de trouver des personnes, et en France, on ne donne pas la chance, en fait, à des nouveautés. Oui, en fait. Ça, jamais. Ils sont très frileux. C'est toujours du réchauffé, du réchauffé. Il fait
effectivement, encore, à la télévision française, c'est les mêmes 25 personnalités qui sont invitées sous tous les plateaux. Il écume tous les plateaux. Et tu sais quoi? Cette personnalité-là, lui, quand il vient faire son promo, il va entraîner un ami à lui. Et tu sais pourquoi? Parce que quand son ami n'a plus de promo, quand lui, il n'a plus de promo, c'est son ami qui a une promo. Son ami va lui faire venir dans le... Tu vois, c'est le poisson qui mord sa queue, en fait. Et on donne jamais la possibilité à des nouveautés. Aussi, on donne la possibilité à des nouveautés. Les nouveautés, écoute, doivent être entourées de tous les anciens qui sont là, en fait. Et c'est un peu dommage. Parce que je veux bien que les anciens apprennent, tu vois, le métier à des jeunes et laisser la place après un moment, en fait. Mais par contre... On bouffe les mêmes choses tout le temps. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de renouveau. Malheureusement. Non, écoute, on va bientôt terminer cette émission qui a été très riche. Moi, j'aime ton franc-parler. Donc, c'est pour ça une raison pour laquelle je voulais t'inviter, parce que tu es sans langue de bois, tu es vrai, parce que j'appartiens à moi-même, en fait. Tu vois, tu peux être mon ami et je suis très loyal. Mais par contre, même si tu es mon ami, si tu fais quelque chose que moi je trouve qui va contre mes éthiques, je veux te le dire en fait. Si tu ne veux pas entendre, ça c'est ton problème. Si tu es fâché, c'est ton problème. Je ne le dis pas parce que je veux être fâché avec toi, c'est parce que je te remonte le bretelle et je te dis, hey oh, là, tu es en train de cafeter, tu es en train de faire, tu vois, une erreur là. Fais attention, parce que ce que beaucoup de personnalités ne réalisent pas, c'est quand on nous donne la chance et on nous donne une plateforme, on est en train d'influencer beaucoup derrière, en fait. Et je pense à ces personnes qui reviennent derrière. Pour moi, je pense plutôt à ce qu'on va laisser pour les générations prochaines, en fait. Et c'est pour ça que je fais très attention à ce que je fais. C'est pour ça aussi, quand j'ai une coup de gueule, le coup de gueule, il est véridique. Quand j'ai une coup de cœur, le coup de cœur, il est véridique. Je suis entière. Oui, je sais, tu es entier. Et c'est ce que j'apprécie chez toi. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2022? Tes projets, voilà, on va clôturer sur tes projets. 23. Ah oui. Pardon, 2023, oh là là. Elle est en train de dormir. C'est la fin de l'émission. Il y a un métier dont elle ne nous a pas parlé, qu'elle a pratiqué. Elle a été documentaliste dans les milieux ministériels en plus. Oui, mais est-ce que tu as un livre de chevet au moins? Hein? Est-ce que tu as un livre de chevet au moins? Oui, c'est le livre de Khalil Gibran. Moi, je le vis par ça, tu vois, c'est très important. Mais vous savez, moi, mes projets, en fait, j'ai eu la chance, pendant le Covid, j'ai étudié une pièce de théâtre qui s'appelle Hasta la Vista et je l'ai fait cette pièce de théâtre, en fait. Et je l'ai fait cette pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre m'a donné envie de faire de théâtre et je sais que je suis bon pour le théâtre. Je suis en train de préparer une autre pièce de théâtre. D'ailleurs, j'ai eu une lecture lundi et mardi pour cette pièce de théâtre et on m'a déjà proposé 2 autres films. Un film que je commence le tournage en mois de juillet cette année et un autre film en mois de juillet l'année prochaine. J'ai en train de faire mon petit bonhomme de chemin d'acteur. Donc là, tu retournes dans la partie... Exactement, c'est très important et j'adore le théâtre, j'adore vraiment tu sais, parce que les gens, ils te mentent pas en fait. Les gens, ils sont en face de toi, ils te disent vraiment. Et ça me plaît et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer et c'est quelque chose que je vais faire tout pour continuer. Écoute, on te souhaite toute la réussite dont tu mérites, mais on n'a aucun doute dessus. Dernier petit point, tu as reçu de la main de madame. Voilà. Ok, j'ai été... C'était mon dernier point, je voulais conclure là-dessus. C'est mignon, c'est gentil. J'ai eu comment ça s'appelle? British Empire Model, tu vois, médaille de Empire britannique. Voilà, en fait. Médaille des Empires britanniques. Et c'est une médaille qui m'a été donnée par la reine d'Angleterre pour mon travail dans tout ce qui est culturel et le travail que je fais en tant que personnalité, en fait. Je suis très content. Beaucoup de gens ne savent pas ça, mais je les médaille et cette médaille, c'est un honneur qui m'a été donné, tu vois, pas la reine d'Angleterre, décerné par la reine d'Angleterre pour mon travail et je suis très content. En
Bon. De fréquenter la couronne anglo-saxonne. Je suis anglais, il ne faut pas oublier. Oui. Tu vois. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment. Merci pour le temps et je t'en prie. De votre écoute. Le vôtre et celui de votre, comment il s'appelle, votre auditeur. Et moi, je suis fabuleux. Merci infiniment. Merci à toi. On te retrouve bientôt donc au théâtre et au cinéma. Exactement. Et on remercie tes invités. Tu nous redis là où on peut te trouver sur tes réseaux sociaux, ton site internet? Alors, c'est sur les réseaux sociaux, ce sera La Minute Quiz, tout attaché, et sur internet, laminutequiz.fr. Et aussi, on peut me suivre sur Instagram, mais par contre, il y a beaucoup de fakes, en fait. Le seul Instagram qui est la mienne, je m'en fous des pastilles bleues, des pastilles je ne sais pas quoi là, ça ne va rien dire. Mais le seul, c'est j'ai une longue robe bleu ciel, en fait. C'est le seul qui est la mienne. Il est de nouveau en fonction? Exactement. Change pas ta robe alors. Non, bien. Mais j'ai pas envie. Tu vois? Je suis pas le genre de personne qui a besoin. Tu vois? Merci beaucoup, merci chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous retrouve très prochainement pour un nouveau destin animé. Alors on mange quoi? À toi, tu nous as pas préparé un bon repas? C'est bien.